Bonsoir, donc moi je m'appelle Thierry Reiss, je suis un ancien de Centrale Lille, sorti en promo 2007 et depuis 10 ans je travaille dans l'oil and gas en tant qu'ingénieur procédé chez Saipem. Et donc je vous présente Philippe Noguera qui va présenter la première partie de la conférence. Lui aussi travaille donc, chez Saipem, il a débuté sa carrière en 2002 dans l'ingénierie sur des projets particulièrement de FPSO. À partir de 2007, il va rejoindre la partie recherche et développement, le département recherche et développement de Saipem pour travailler sur des stockages d'énergie, déjà à l'époque. À partir de 2012, il animera en particulier, du coup, il échangera recherche et développement pour s'occuper plus particulièrement de l'architecture sous-marine innovante. Et très récemment, en 2017, là, il participe à la création d'une entité Subsea Engineering, Subsea Factory Engineering, pour passer en fait ce qui a été développé en recherche et développement pendant ces dernières années en mode projet pour faire des vrais projets. Bonsoir, moi c'est Alexandre Pourrier, je suis un ancien de Centrale Marseille et je travaille actuellement chez Technip FMC. Et je fais partie de Centrale Énergie depuis maintenant 1 an et demi. Donc je vais vous présenter Ludwig qui va vous présenter la deuxième partie de la conférence. Ludwig a démarré dans l'industrie pétrolière il y a plus de 20 ans, notamment dans la branche forage de Schlumberger. Il a notamment été impliqué dans la construction de plateformes semi-submersibles pendant plusieurs années. Il rejoint Technip en 2003 comme ingénieur en opération téléopérée. En 2008, il prend la charge et la gestion des opérations au niveau de la région Afrique. En 2011, Ludwig lance un département corporate de R&D centré sur toutes ces opérations sous-marines. En 2013, il lance une réflexion sur l'usage de nouvelles technologies autour de la simulation au service des opérations offshore et sur la base de méthodes mises en place pour les robots sous-marins. Et depuis 2014, avec Antoine Hardy qui peut malheureusement pas être là ce soir, il lance le développement d'un simulateur interactif et c'est ce dont il va nous parler ce soir. Donc quand Thierry m'a demandé de participer à cette présentation, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu qui soit pas trop technique, on va dire, pas trop orienté domaine technique, plutôt un panorama ou une histoire présentant en fait les grands moments et les grandes innovations qui ont fait l'industrie du deep offshore. L'industrie du deep offshore n'est pas forcément une industrie que tout le monde connaît, donc je vais essayer rapidement de vous donner une introduction de ce qu'est le deep offshore, comment le deep offshore s'est créé, et ensuite j'expliquerai à chaque période du temps, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les grandes innovations et quels ont été les grands moments et les grandes modifications que le deep offshore a dû comment le deep offshore a réussi à surpasser des difficultés et à continuer à produire du pétrole dans des environnements de plus en plus complexes. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de vous présenter le deep offshore comme un produit. D'habitude, on considère que le deep offshore, c'est quelque chose de... pour moi, ça peut être considéré comme un produit, et comme tous les produits, il va avoir une naissance, une croissance et une maturité. Donc ce produit est constitué d'un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est l'entité flottante que l'on voit ici dans le carré, qui va permettre le traitement des effluents venant des têtes de puits sous-marines, et qui va séparer les différentes phases du brut qui est produit, donc va séparer l'huile, le gaz et l'eau, pour ensuite réinjecter l'eau dans le réservoir, exporter le gaz et stocker dans les cuves du bateau le brut qui sera ensuite transporté et exporté vers le marché de transformation. Pour amener le brut en surface, on a un premier réseau qui est constitué de différents tuyaux et qui va transporter le brut sur le fond des océans et ensuite qui va remonter au travers ce qu'on appelle un riser. Donc ce système est présenté en orange. Ensuite, on va avoir besoin d'un système d'injection d'eau qui va permettre de maintenir le réservoir à une certaine pression pour garantir une productivité la plus constante possible au cours du temps. Et ensuite, on a besoin d'un certain nombre d'organes de contrôle et d'actuation
qui vont être réalisés grâce à un ombilical qui a un fagot qui est constitué d'un certain nombre de tubes qui transportent à la fois les produits chimiques et qui transportent les fluides hydrauliques qui vont permettre l'ouverture et la fermeture des têtes des vannes qui permettent d'opérer le système. Comme je le disais, je vais considérer le système Deep Offshore comme un produit et je vais présenter un peu toutes les phases de la croissance de ce produit et comment, au travers des différentes périodes et des évolutions du marché, le produit s'est adapté. Donc avec une première phase de 95 à 2005 que je vais appeler la naissance, de 2005 à 2015 qui sera la croissance, et ensuite de 2015 à 2025, la période dans laquelle nous sommes, que je vais appeler maturité. Donc pourquoi le Deep Offshore d'abord? Donc 95-2005, pour moi, il y a deux éléments importants pour le démarrage du Deep Offshore. Les premiers des éléments, c'est que les découvertes se ralentissent et que les dernières zones où on peut trouver du pétrole se situent dans des zones difficiles, telles que le Deep Offshore. La deuxième grande incertitude de l'époque, c'est l'accès aux ressources qui devient de plus en plus difficile et qui peut conduire à des guerres. Même si les ressources pétrolières de l'Arabie Saoudite sont faciles à exploiter, elles peuvent devenir difficiles du fait des tensions entre les pays. Le Deep Offshore a l'avantage d'être produit au large, et ensuite on peut exporter le produit directement vers des pays qui vont transformer le produit. Donc ça facilite l'accès à la ressource. Et ensuite, en plus, dans des pays qui, pour le moment, ne sont pas ou peu producteurs de pétrole, donc qui ont besoin de cette manne pétrolière et qui vont être intéressés par le développement de ces champs. Troisième élément, on voit que les développements shallow water en offshore se réduisent et que les découvertes en shallow water sont de moins en moins importantes. Donc le Deep Offshore apparaît comme une nouvelle frontière que les pétroliers vont chercher à exploiter. Le problème, c'est que pour exploiter cet environnement, qui est difficile, il va falloir réaliser un certain nombre d'innovations et résoudre un certain nombre de challenges. Donc le premier challenge, c'est de pouvoir de manière safe et de manière performante produire sous l'eau, par une perforation, le réservoir. Le deuxième challenge de l'époque, c'est de pouvoir transporter sur le fond des océans un produit qui est à 60 degrés, mais qui va petit à petit, à une température de 4 degrés, se refroidir, et en se refroidissant, qui peut provoquer la formation de composés solides, tels que les hydrates de méthane, qui peuvent boucher les canalisations. Le deuxième problème, c'est qu'on transporte dans ces canalisations un fluide qui est multiphasique, eau, huile, gaz. Or, ces écoulements sont peu connus à l'époque et vont poser des problèmes lors de l'écoulement de ces écoulements, enfin, lors du transport du fluide, comme par exemple former des bouchons qui vont ensuite se retrouver en topside. Ensuite, il faut être capable de remonter le fluide et de développer ce que j'ai appelé tout à l'heure un riser, avec les problématiques liées à la dynamique et à la résistance à la fatigue de ces structures. Enfin, il faut être capable de développer une infrastructure flottante qui est beaucoup plus compacte, qui présente des problèmes de sécurité et qui doit être complètement autonome en mer. Donc tous ces challenges, l'industrie pétrolière dans les années 2000 va résoudre tous les problèmes, tous les leviers. Le dernier levier qui est important également, c'est le développement d'une flotte et de navires d'opération qui vont permettre l'installation et la construction de ces infrastructures en mer. Que ce soit des infrastructures de surface, donc des bateaux de pose qui vont poser les pipelines par 1500 mètres de fond. 1500 mètres, c'est 5 tours Eiffel. Et des engins sous-marins qui vont permettre de connecter et de faire du travail sous l'eau. Dans des environnements où on ne peut pas utiliser de plongeurs. Des projets typiques de l'époque, c'est des projets comme le projet Girasol et le projet Dahlia. Dans ces projets, on exploite des zones qui vont être concentrées avec beaucoup de réserves, donc c'est le début. La zone qui était à exploiter fait environ 15 km de diamètre. Et dans ces environnements-là, l'utilisation de solutions d'isolation classiques, conventionnelles, est possible et permet le développement assez aisé de ces développements. Quand on regarde le revenu que ces projets engendrent, on se rend compte que très rapidement, il est possible de rentabiliser ces investissements, même avec un baril à 20 $. Donc en ce moment, quand on parle d'un baril qui est autour de 50 $, à l'époque, 20 $ suffisaient pour développer ce genre de projet.
même s'il était très complexe, très risqué. La deuxième période que j'évoque, c'est la période de 2005 à 2015. C'est une période de croissance forte qui est impulsée par un baril à 90 $. Donc c'est la période que l'on vient de connaître. Dans cette période, le nombre de projets deep offshore augmente rapidement, avec des risques toujours présents. La catastrophe de Deepwater Horizon le rappelle, mais avec également des profits très importants qui font que un certain nombre de sociétés se lancent dans l'aventure et avec beaucoup de réussite arrivent à développer de nombreux projets sur ce secteur. On note quand même durant cette période une certaine surprise de l'industrie. Il est difficile de trouver des ressources humaines, de retrouver des ressources on va dire matérielles, le prix des matières premières augmente et donc tous les prix s'emballent. C'est une période où, même si le baril est à 90 $, les projets se développent avec des coûts de projet très élevés. Dans le même temps, les pays qui ont vu ces projets se développer sont intéressés par récupérer de l'argent de ces projets, donc ils augmentent les taxes également de ces projets, et ils demandent aux sociétés qui construisent des infrastructures de construire dans leur pays, de manière à bénéficier de la manne pétrolière. Donc c'est une période effectivement où le baril est haut, mais où la tension sur les prix et la tension liée au risque est importante. On voit apparaître un boom dans le deep offshore. Dans cette période, on voit également le développement de nouvelles technologies. Beaucoup de nouvelles technologies sont développées. Effectivement, il y a beaucoup d'argent sur la table, et donc, pour préparer le futur, beaucoup de sociétés investissent dans le futur. Donc des sociétés comme Saipem ou même Technip vont investir énormément dans leur flotte de navires. On va développer des solutions d'isolation de plus en plus performantes. On va même développer des solutions sous-marines de traitement du flux du brut, de manière à exploiter des champs qui sont de plus en plus complexes. On va de plus en plus mettre des équipements sous l'eau pour permettre le déploiement facilité et l'exploitation rapide de ces champs, parce que l'objectif c'est de produire à 90 $ le baril, c'est de produire le plus rapidement possible, pour mettre du brut sur le marché et rentabiliser les investissements. Et par contre, on va chercher également à réduire le prix des investissements en réduisant le nombre de lignes et en augmentant la longueur des raccords. Tout à l'heure, je parlais de raccords de 10 km, on vise à l'époque des raccords de 50 km. La réalité est un peu tout autre. On investit sur des nouvelles technologies, mais dans le même temps, les projets n'en sont pas encore à 50 km. Les projets sont plutôt pour ce qu'on appelle le brownfield, c'est-à-dire des infrastructures qui sont vieillissantes, qui ne produisent de moins en moins de pétrole et qui vont produire de plus en plus d'eau. Il faut raccorder des nouveaux champs sur ces infrastructures, et les nouveaux champs que l'on souhaite raccorder sont plutôt à 20 km. On est passé de 10 km à 20 km, dans des profondeurs d'eau qui restent toujours les mêmes, environ 1500 mètres. Dans ces développements-là, l'utilisation de solutions d'isolation beaucoup plus performantes vient apporter la solution et va faire la gloire des super navires de pose tels que le MDS2 de Saipem, qui sont capables de poser ce genre de pipeline par des profondeurs d'eau allant jusqu'à 2500 mètres d'eau. Dans le même temps, les projets Greenfield, c'est-à-dire les projets qui sont complètement nouveaux, complètement construits de zéro, vont exploiter des champs qui sont plus étendus. Tout à l'heure, on était sur des champs qui étaient étendus de 15 km. On va maintenant exploiter des champs qui sont étendus de 25 km, avec des réserves qui sont moins importantes. Les infrastructures de surface produisent moins de pétrole. Donc on voit qu'effectivement, il y a croissance, mais la complexité des projets augmente, et le besoin technologique augmente également. Le besoin technologique en termes d'isolation, mais également en termes d'activation des réservoirs, parce que les réservoirs sont plus complexes, et que pour produire du pétrole, ils ne sont plus seulement éruptifs tout seuls, il faut leur apporter de la puissance, de l'énergie. D'un point de vue CAPEX, d'un point de vue investissement, on est dans une situation bien plus favorable que la précédente, mais attention, même si ces projets semblent tout autant rentables que la période précédente, la complexité fait qu'il faut avoir un prix de baril de 90 $ pour développer ces projets. Et dans le même temps, j'ai bien expliqué que les différentes sociétés qui produisent qui construisent ce genre d'infrastructure subissent des marchés qui sont de plus en plus tendus parce que les matières premières sont difficiles à obtenir et les ressources humaines commencent à manquer. Donc voilà, on arrive au résultat que 2015
le prix du baril s'effondre sous la pression en fait d'un nouveau concurrent qui est l'huile de schiste que personne n'avait vu venir. En 2011, le gaz de schiste fait arrêter un certain nombre de projets en Arctique. En 2015, les projets Deep Offshore subissent la concurrence très rude de l'huile de schiste aux États-Unis. Et dans le même temps, la baudruche se dégonfle et tous les prix doivent être réduits. Donc tout le monde doit se serrer la ceinture. Est-ce que c'est la fin de l'âge d'or du pétrole de Deep Offshore? C'est pas forcément sûr parce qu'on a encore des leviers pour pouvoir être plus performant. En fait, durant la période où on a dû énormément produire, on n'a pas forcément pris le temps de standardiser nos métiers et de prendre du recul par rapport à nos métiers. Aujourd'hui, l'industrie cherche à faire justement cette rationalisation. Donc elle rationalise de différentes manières en standardisant. Donc là j'ai pris l'exemple de SBM qui produit des infrastructures flottantes et qui propose des infrastructures flottantes standardisées. Vous choisissez un petit peu comme vous choisissez une voiture, vous choisissez le modèle et la capacité que vous souhaitez produire. On cherche à réduire les marges. En fait on va chercher à mieux comprendre les phénomènes physiques qui jusqu'à présent on surestimait ou sur lesquels on prenait beaucoup de marge. En fait on fait un peu ce que l'automobile et l'aéronautique ont fait il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on cherche à réduire le prix de nos projets et à rationaliser nos projets. On va chercher à augmenter les synergies et les collaborations. Au lieu d'avoir chacun à travailler sur nos petits morceaux, nos petits précarés, on va fusionner les différentes sociétés pour permettre d'avoir une plus grande synergie et une meilleure offre à fournir aux clients. On va digitaliser et robotiser. Donc je pense que le conférencier suivant parlera de cette partie digitalisation. La robotisation, c'est aussi une partie importante. Utiliser plus d'éléments robotiques sous l'eau pour pouvoir faire des opérations sous-marines plus complexes. On travaille également beaucoup avec tous les pays locaux. Il faut faire de plus en plus les métiers de l'offshore nécessitent de travailler dans les pays l'Angola, le Nigeria, et de faire un retour sur bénéfice, de partager la richesse avec ces pays. Et dernier point, on participe également à la transition énergétique. C'est-à-dire que les infrastructures pétrolières qui permettent de poser en mer et la connaissance que l'on a du milieu marin nous permettent d'aller poser par exemple une éolienne flottante en mer du Nord. Si on regarde les projets pétroliers qui risquent d'arriver, on risque d'avoir des projets pétroliers qui sont plus centrés maintenant sur la recherche de petites zones, enfin de petits réservoirs, et la connexion de ces petits réservoirs à des infrastructures existantes. Parce qu'on n'a pas besoin dans ce cas-là de racheter toute l'infrastructure de production, on a juste besoin de venir raccorder le système au système existant. Donc de faire du neuf avec du vieux. Donc on recycle d'une certaine manière les infrastructures. Et pour faire ça, il faut développer des solutions technologiques. Donc la première solution technologique qui est envisagée, c'est au lieu d'avoir des systèmes qui se drainent, d'avoir des systèmes qui restent chauds, sur lesquels on envoie de l'électricité pour chauffer le système et le garder chaud au fond de la mer. On va également chercher à l'infrastructure qui produit déjà beaucoup d'eau. Si on veut éviter qu'il y ait encore plus d'eau qui vienne à bord, on va chercher à séparer les fluides sous l'eau, de manière à alléger et à faciliter la connexion à un FPSO. C'est un peu chercher à faire du plug and play sur un FPSO qui est vieux, qui n'a pas été prévu pour ça. On va chercher à adapter sous l'eau le fluide pour qu'il soit connectable le plus facilement possible à l'infrastructure de surface. Pour ce qui concerne les projets Greenfield, alors là c'est plus compliqué parce que dorénavant les projets Greenfield sont sur des réserves qui sont très éparpillées, 30 km. Donc là c'est le projet Karambo en Angola, où on est obligé de mettre 2 infrastructures pour pouvoir produire une production équivalente au premier projet. On va être obligé de modifier les architectures sous-marines. Au lieu d'avoir 2 lignes qui produisent, on va ne produire que sur une seule ligne. Donc on va changer et simplifier les infrastructures. Mais même en faisant ça, la rentabilité de ces projets ne fait que se réduire en fait. Et pour aller plus loin, il va falloir réfléchir à d'autres schémas de pensée. Il va falloir standardiser plus. Et par exemple, il va falloir se servir de tout ce qu'on a développé durant la période FAST,
c'est-à-dire des objets par exemple de subsea processing. Et là, on peut voir arriver une nouvelle génération, au lieu d'avoir des systèmes flottants, d'avoir des systèmes où on va maintenant produire tout sous l'eau. L'objectif étant, au lieu de traiter sur un bateau puis ensuite d'exporter à longue distance, c'est de ramener toute la production à la côte, de manière à ce que le pays convertisse ses ressources, les raffine, pour ensuite les envoyer. Et c'est ce que certains pétroliers appellent la subsea factory. J'aurais pu récupérer le dernier slide des superbes courbes en S. Et, chose qui n'a pas été mentionnée, c'est qu'elle correspond aussi au poids des équipements qu'on installe. Au début de cette histoire, on installait des petits équipements, puis peu à peu on a installé des équipements qu'on grossit, qui sont arrivés à nous poser des gros problèmes. Et, alors on est très mature, je vais vous en parler, c'est vrai, je suis d'accord. On a juste une petite frontière qui est en train de nous arriver dessus, c'est l'humain qu'on n'arrive toujours pas à bien maîtriser. Alors j'ai mis 3 slides de présentation de Technip FMC. Alors pour ceux qui connaissaient Technip, c'était un des grands acteurs français. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, on est Technip FMC, on a fusionné avec des Américains, on est très fort, on fait des choses très bien. Si vous voulez des informations sur Technip FMC, je vous en donnerai un peu après. On ressemble beaucoup à Saipem, faut pas se leurrer. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos de Saipem qui nous faisaient honneur, et donc merci pour ça. Ouais. Voilà, alors, moi je vais faire un peu de pub, mais derrière la pub, en fait, l'idée c'est on illustre un problème et je montre la façon dont on y a répondu. Je ne sais pas si d'autres y répondent, mais ils y répondront forcément un peu de la même façon. Chose qui n'a pas été précisée, on est en mer, on est ultra profond, mais la mer elle bouge. C'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, et aujourd'hui on n'arrive toujours pas à résoudre ce problème. Donc là j'ai illustré un peu une opération, donc un levage de quelques centaines de tonnes d'un équipement un peu compliqué. Vous pouvez voir que la mer est extrêmement calme, ça se passe en Norvège. Ils avaient prévu que la mer soit pas aussi calme que ça. Et donc ils avaient fait énormément d'analyses numériques en amont pour vérifier que tous les appareils de levage seraient assez résistants. Ça on sait très bien le faire et on est très mature sur ces aspects-là. On sait que nos appareils de levage ne casseront absolument pas, sous réserve que l'ensemble de l'équipage se comporte à peu près comme on l'avait prévu. Et c'est là que le bas blesse, c'est que comment coordonner un certain nombre de personnes à bord. Donc là on a un grutier, on voit 2 câbles qui sont connectés directement à la grue que le grutier va pouvoir contrôler. Mais alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on voit là par exemple, et il y en a le même de l'autre côté. On a un certain nombre de câbles annexes qui vont être contrôlés par des opérateurs de pont. Évidemment, tout ça c'est extrêmement dynamique, même si ça paraît pas très dynamique sur la vidéo. Dès que la mer va se lever, ça va devenir extrêmement dynamique. On voit qu'il y a un certain nombre de ressorts là, donc on peut voir que quand même tous ces câbles sont en fait des ressorts pour pouvoir amortir les chocs. Comment tout cela va se passer à partir du moment où les opérateurs ne vont pas faire exactement ce qu'on va leur demander? Autre façon de poser le problème, c'est comment on va faire pour former ces opérateurs à des opérations qui sont finalement de plus en plus complexes. Sachant que c'est des opérateurs qui resteront sur leur bateau toute leur vie. Bon, ils rentrent à terre, mais juste pour des vacances, et que la conception elle est faite par des ingénieurs qui vont pas en mer, ou peu en mer, ou pas assez en mer. Suivant les personnes, suivant à qui on demande, moi je pense qu'ils vont pas assez en mer, d'autres diront qu'ils y vont trop, mais à mon avis, ils y vont pas assez. Bien, on a 2 mondes qui sont relativement irréconciliables, des gens extrêmement intelligents qui vont sortir des nombres très précis, et des gens extrêmement expérimentés qui vont pas comprendre quoi que ce soit à ces nombres-là. Et donc c'est la problématique qui nous a été posée par les gens qui ont fait cette opération en particulier. Suite à un accident où ils ont failli tuer quelqu'un parce que les opérationnels avec leur expérience n'ont pas compris ce qui était proposé par des ingénieurs. Ils ont dit bon, on va faire comme d'habitude, et le comme d'habitude malheureusement en l'occurrence était une très mauvaise idée, et suite à un très fort presque accident, ils sont venus nous voir en nous demandant est-ce qu'on pouvait faire quelque chose autour de la simulation de façon interactive. Alors c'est la simulation numérique on sait faire, mais est-ce qu'on peut la rendre interactive pour mettre l'opérationnel dans la boucle de la simulation? Donc la question qui nous a été posée, alors c'est là où c'est un peu pub, j'en suis un peu désolé, mais je crois que c'est important de comprendre qu'on a répondu vraiment à un problème très spécifique de nos opérationnels. Ils voulaient un outil qui permette de faire de la revue de projet et qui soit en fait un outil de communication entre des opérationnels et des ingénieurs. Qu'ils arrivent enfin à parler un peu le même langage. Et finalement le seul langage qu'ils ont vraiment en commun, c'est l'opération sur le terrain. En développant le projet, on s'est aperçu que ce genre d'outil, ça permettait aussi de faire de l'entraînement à l'opération, de la répéter, de vérifier ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien.
voire même d'aller opérer, de faire de la formation d'opérateurs. Alors c'est des choses qui se font beaucoup dans l'aviation depuis des années et des années, c'est pas un secret, quoi. Il n'y a pas de miracle. Si les pilotes sont extrêmement bien formés, c'est parce qu'ils passent énormément de temps sur des simulateurs, et que quand ils crachent en simulateur, c'est pas très grave, quoi. On préfère qu'ils crachent plein de fois en simulateur et qu'ils ne le fassent pas dans l'air, pardon. Et on aimerait bien faire la même chose avec nos routiers. On aimerait bien les exposer à des situations dans lesquelles ils vont trimballer des 400 tonnes, dans des situations aberrantes de mer. On ne devrait pas le faire, mais on va le faire, on va voir si ça passe. En général, ça passe pas bien, il ne faut pas le faire. Ça va nous permettre d'optimiser nos opérations. Donc justement, à propos de météo, jusqu'où on va pouvoir aller, on va pouvoir pousser nos opérations. L'analyse numérique, avec tout son conservatisme, va nous donner des enveloppes d'opérations qui vont être très très strictes. On sait très bien que les frontières ne sont pas aussi strictes que ça. Est-ce qu'on va pouvoir les faire bouger, ces frontières, en mettant à nouveau l'opérationnel dans la boucle, et qui nous dira, bah non, moi je le sens bien, là. Ok, vous êtes à la limite, mais moi je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Un aspect qui était important, hein, on est sur des problèmes de logiciel, mais qui, je pense, ont une importance opérationnelle. Il faut que ces simulateurs ne soient pas des outils un peu planqués dans une salle très très spécifique, dans un bâtiment bunkérisé. Ça doit être des choses qui doivent être extrêmement mobiles et qui doivent pouvoir partir à bord. Parce que le coût de déplacer un équipage pour aller faire une formation ou une revue de projet dans une salle dédiée, ça existe très bien, les Norvégiens font ça très très bien. Le problème, c'est qu'on va avoir des coûts de déplacement des gens qui vont être tels qu'on ne va pas le faire, on ne va pas envoyer les bonnes personnes. Si on peut envoyer le simulateur sur le bateau, on va avoir les bonnes personnes qui vont faire qui vont avoir la bonne revue. Alors cet outil, on le développe depuis quelques années, ça a été très utilisé sur des projets africains, alors, qui ont tous été quasiment cités dans la présentation précédente. C'est des projets où le gigantisme est devenu tel que les gens ne comprennent plus ce qu'on leur demande de faire. Et depuis quelques temps, depuis un an et demi, on est en train de se poser la question de descendre le simulateur sous l'eau. C'est des choses qu'on savait faire depuis très longtemps, mais là, d'intégrer la partie robotique sous-marine et la partie grutage, c'est quelque chose qui nous semble très intéressant. Alors, petite pub, c'est un truc qu'on a fait en interne, mais qu'on a fait avec le CEA. Le CEA nous a apporté énormément de compétences là-dedans. Ils font depuis des années de la robotique simulée. Ça les a obligés à avoir un moteur physique extrêmement solide, donc nous on a récupéré cette compétence. Mais là-dessus, ce qui était intéressant, c'est qu'on était avec des grands scientifiques auxquels on a posé des problèmes, sur lesquels on a une expertise qui est l'analyse numérique. On sait comment marchent nos modèles numériques, et on leur a demandé d'intégrer des modèles numériques dans leurs modèles mathématiques, et ça s'est passé de façon assez remarquable. Donc c'était un plaisir depuis le début de bosser avec eux. Voilà. Alors vite fait, l'histoire d'un projet comme ça, c'est pas un projet qui s'est fait en 3 semaines. Mais en fait, c'est fait en 3 mois. Donc le premier scénario, quand les Norvégiens sont venus nous voir, ils nous ont demandé de sortir quelque chose en 3 mois. La première livraison a été faite pour un 1er avril, donc ça c'est pas... on n'y croyait pas trop au départ. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est que tout de suite on a pu mettre des opérationnels derrière le joystick. Très vite on a eu un retour des opérations qui nous ont dit oui, on comprend l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Bon, après, on l'a développé relativement vite, 2015, 2017, on passe sur nos très gros projets, je vais vous en parler vite fait. Et là, maintenant, cette année, on va nous se focaliser un peu sur du ROV, la robotisation, dont on parlait, la digitalisation et la robotisation. Ça passe beaucoup par la simulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir robotisé quelque chose, où on va rendre les opérations autonomes, on va se poser la question de comment on vérifie en amont que l'opération, elle va être faite de façon autonome, de façon satisfaisante. Et le seul moyen, ça va être de la faire tourner sur la simulation. Donc tout ce qui va être robotique va bénéficier de la simulation. On n'est pas obligé de le simuler en amont, je le recommande lourdement. Kaombo, donc, les données de Kaombo, vous parlez de 30 km, nous on a des images à 80 km. Ça devient des projets complètement gigantesques. Les problèmes qu'on a, c'est que dessous, on croit que c'est très statique. Quand on a posé les structures lourdes au fond, en fait, ça bouge énormément. Il y a des problèmes de dilatation, des choses comme ça. Donc on va avoir des manchettes pour connecter les équipements. Alors vous la voyez en blanc avec des petites bouées accrochées dessus. C'est des objets qui sont en fait très gros mais très souples. Et quand on les lève, ils vont se comporter de façon extrêmement bizarre. C'est des levages qui ne sont pas forcément faciles à faire. Quand on est une entreprise qui a tout misé sur le levage, ça se passe très bien. Je ne dirais pas qu'on a un concurrent qui fait du très beau levage. Chez nous, le levage, ça n'a jamais été notre cœur de métier. On le fait par contrainte. Nous, on aime bien fabriquer des tuyaux, mais le levage, on n'aime pas beaucoup ça. Et donc, on a poussé depuis des années, pendant la période de maturation très rapide, on a poussé nos bateaux à la limite. Et aujourd'hui, on est vraiment tangent sur nos capacités de levage. Et donc, dès qu'on fait des choses qui sont un tout petit peu exceptionnelles, on met nos équipements et nos personnels en difficulté. Et le projet Kaombo nous a appelés parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient résoudre le problème. Ils avaient des équipements, ils avaient un design, et ils n'étaient pas sûrs de pouvoir faire l'opération. L'image que vous voyez en bas, que vous voyez mal d'ailleurs, c'est le grutier du bateau en question qui est venu à Paris
faire l'opération, parce que quand on leur a envoyé la procédure classique qu'on fait sur papier avec des belles images 2D, de plus en plus 3D, mais bon, de toute façon, des images arrêtées, il a dit, je comprends pas, je sais pas ce que vous voulez faire, je comprends pas comment je vais pas mourir dans l'opération. C'était pas une blague. Il avait très très peur, parce qu'en fait, le palonnier de levage que vous voyez là, à un moment donné, il se retrouvait à 2 mètres de sa cabine. Et on est en train de lever 300 tonnes dans cette affaire, sur une mer qui bouge, avec un palonnier qui va passer à 2 mètres du grutier. Le grutier, il a dit, c'est pas une option. Mais à travers la simulation, il a été possible que les ingénieurs qui avaient conçu l'opération comprennent quel était le problème, que le grutier exprimait de façon pas très efficace. C'est-à-dire que c'est pas un ingénieur qui va aller refaire un dessin et proposer des alternatives. Non, il a dit, moi ça je ne veux pas. Et donc on a pu retravailler à travers la simulation, faire des propositions alternatives et revenir relativement avec des nouveaux concepts. Et une fois que le nouveau concept a été adopté par le grutier, on a redonné tout ça aux ingénieurs qui ont retourné leur petite combinette pour redimensionner. On ne fait pas du dimensionnement à travers le simulateur, mais on permet de tester des scénarios d'opération alternatifs de façon très rapide. Voilà. Autre projet qu'on a eu, qui était toujours en Afrique de l'Ouest, hein, là on est sur de la pose en S pour les spécialistes. On a un équipement qui passe pas dans la tour de pose habituelle, on est obligé de faire un levage sur le côté, c'est des choses qu'on n'aime pas beaucoup faire. On est sur une grue qui est pas forcément dimensionnée pour ce genre d'opération. Et 15 jours avant l'opération, l'équipage a eu comme un horrible doute en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sûr qu'on saura faire l'opération? L'analyse numérique n'était pas capable de dire si le grutier saurait réagir suffisamment vite pendant l'opération pour qu'elle se passe bien. Si tout se passait bien, si la grue était poussée à sa limite, oui, ça se passerait bien. Mais si ça se passait pas bien, et si la grue finalement n'allait pas aussi vite qu'on le pensait, ça pouvait donner quelque chose d'assez catastrophique, au point qu'on envisageait que la grue puisse tomber sur le pont du bateau. Donc on a fait une simulation, on a envoyé, alors là on a pu envoyer que la vidéo, d'où le point que je faisais sur le fait qu'il faut pouvoir déployer des simulateurs un peu partout et que tout le monde aurait le droit de jouer à la Xbox dans le groupe, ça serait pas mal. On l'a envoyé en mer au grutier, le grutier a dit non, c'est pas du tout une option, on ne le fera pas comme ça. Et, ce qui a posé, on était à 15 jours des opérations. Ça a posé pas mal de problèmes. On a dû complètement revoir la méthodologie, ils ont dû revoir la façon dont les câbles étaient connectés à la structure et comment ils allaient pouvoir mettre en œuvre ce levage. Au dernier moment, ils ont reproposé une alternative, l'alternative a été testée, a été vue par le grutier a dit ok, dans ces conditions, je veux bien envisager qu'on fasse l'opération. Et c'est à ce prix-là que, quand ils ont fait l'opération sur le bateau, le grutier savait maintenant de quoi il parlait, même si c'était extrêmement bizarre et probablement très dangereux, il en avait conscience, et donc il a réagi de façon optimum, j'ai envie de dire, avec une grue qui n'était pas très rapide, parce que c'est son principal problème, elle est très lente. Il a malgré tout pu anticiper le mouvement, et il savait où il devait aller, et c'est probablement un des intérêts principaux qu'on avait. Dans les problèmes qui étaient relevés par l'analyse numérique là-dedans, c'est qu'on a un tuyau là qu'on ne voit pas bien, mais qui fait 800 mètres de long, donc qui va jusqu'au fond. Il pèse plus d'une centaine de tonnes, donc il va influer sur le mouvement du bateau. Il va induire énormément de torsion sur les équipements jaunes qu'on voit au-dessus, là, ceux qui vont justement être déconnectés. Donc au moment où on va avoir une déconnexion, il va se passer des choses assez compliquées à décrire. Et là-dessus, les gens de l'analyse numérique avaient proposé des modèles qui étaient sûrement très fiables, mais qui étaient totalement incompréhensibles par le commun des mortels. En injectant ces modèles, exactement les mêmes modèles dans notre simulateur, on est capable de montrer au commun des mortels comment ça va finalement réellement se passer. Et on a des mouvements qui sont effectivement assez angoissants. Pour ma part, j'ai jamais réussi à faire cette opération. À chaque fois, j'ai le tuyau qui va retaper sur le bateau, donc je sais que je détruis le tuyau, que je détruis une partie du bateau, et qu'en général, mon client ne sera pas content dans un cas comme ça. Voilà, donc, ensuite, je vous ai dit qu'on allait faire un peu on allait sous l'eau. Ça, c'est des choses qui sont connues depuis des années. On en fait beaucoup. C'est assez simple. On envoie des robots à 3000 mètres sous l'eau. Maintenant, on va jusqu'à 3000 mètres maintenant. Hein. On envoie des robots à 3000 mètres sous l'eau. Il est question qu'ils arrivent à faire l'opération, parce que s'ils n'arrivent pas à faire l'opération, il n'y a pas vraiment de plan B. On ne peut pas descendre des plongeurs, on ne peut pas descendre une scie égoïne, on ne va pas pouvoir refaire de soudure, donc il faut que ça marche. Le seul moyen d'être sûr que ça marche, c'est de faire des tests. Alors c'est des tests qui pendant les années FAST, c'était des chantiers entiers sur lesquels on refaisait toute l'architecture du champ était reconstruite à échelle 1. Quand je dis toute l'architecture, des zones de plusieurs centaines de mètres étaient reconstruites. On vérifiait bien tous les encastrements, que tout se passait correctement, et une fois que tout avait été vérifié à terre, on l'envoyait en mer.
Aujourd'hui, on ne peut plus du tout se permettre de ce genre de choses, donc on va toujours faire un maximum de tests dans la mesure de nos moyens, mais une grande partie de ces tests va être faite complètement de façon numérique. Ce qui était compliqué sur les simulateurs de robots sous-marins jusqu'à maintenant, c'était qu'ils n'avaient aucune modélisation des mouvements du bateau. Donc on se retrouvait à interagir, quand on interagissait au fond sur des objets statiques, c'était très bien. Dès qu'on interagissait avec des objets qui étaient dynamiques et qui sont souvent des problèmes qu'on rencontre, on n'avait pas du tout de solution qui était possible. Aujourd'hui, avec les progrès de l'informatique, mais aussi avec les moteurs physiques qui ont été très très bien réfléchis, on arrive à avoir des capacités de calcul et des capacités d'interaction entre plusieurs machines qui vont permettre de simuler à la fois un robot, à la fois un bateau, et d'avoir deux opérateurs qui interagissent de façon assez naturelle. Ça nous a amené à une simulation qui était assez compliquée, où on a un équipement qui va nous servir à aller inspecter des risers, qui est un projet de R&D, qui aujourd'hui maintenant existe, mais au moment où on a fait la simulation, il n'existait pas, et on avait des gros problèmes, on ne savait pas si on serait capable de le déployer en utilisant le ROV qui va devoir venir sous l'eau, alors que tout le monde bouge de façon indépendante, venir faire une connexion entre ces deux équipements, pour pouvoir le trimballer sur 300 mètres, aller l'accrocher au riser, se déconnecter et que l'outil d'inspection puisse vivre sa vie. Cette opération, on ne savait pas si elle était possible. Grâce à la simulation, avant même qu'on ait commencé la construction, on avait déjà la réponse, c'était possible. C'était compliqué, mais possible. On a pu adapter l'ensemble des équipements pour pouvoir proposer, pour qu'ils soient construits directement de la bonne façon. Il y a 5 à 10 ans, on aurait fait un prototype à échelle 1, on l'aurait testé dans une grande piscine, voire en mer, on aurait constaté que ça ne marchait pas, on aurait refait 2-3 fois, et puis à la fin on aurait envoyé la facture au client, on aurait dit ouais, c'est super, c'est vraiment chouette ce que vous avez fait. Aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout comme ça. Le client nous dit, de toute façon, vous nous direz quand ça marchera, mais ne nous invitez pas même à voir le truc avant que ça marche. Donc, les problématiques techniques pour nous dans ces choses-là, on se retrouve avec des équipements, un tuyau cylindrique sur lequel on va venir clamper. On a une densité de contact qui est colossale. C'est-à-dire que notre simulateur va devoir mesurer un nombre de contacts très important en temps réel, donner des réactions en effort toujours réalistes et essayer de tenir ce calcul en quelques millisecondes pour que l'utilisateur n'ait pas l'impression qu'il y a un temps de calcul quelconque et que l'opération se fasse de façon extrêmement fluide. J'ai fini, j'ai une petite vidéo après parce que c'est rigolo. Voilà, un peu autour du simulateur, ce dont je vous ai parlé, c'est principalement l'aspect anticipation, donc simulation d'opération. En amont de l'opération, on va se préparer, on va revoir notre design et on va débugger un peu tout ce qui est nécessaire à débugger. On le fait beaucoup dans le logage, on le fait aussi dans le ROV, on regarde d'autres options maintenant, mais c'est principalement les deux grands champs d'application. On peut aller beaucoup maintenant dans l'opération elle-même, c'est-à-dire d'aller s'adresser aux pilotes de façon assez générique, pas forcément de façon spécifique pour un projet, d'avoir une formation des opérateurs, comme les pilotes finalement d'avion. Ça demande beaucoup plus d'investissement à cause des normes. Les normes de formation, par exemple pour un grutier, il faut qu'il passe tant de temps sur une vraie grue. Et si on veut le faire sur une grue simulée, il faut que notre grue simulée elle ait un démarreur pour le système hydraulique. Nous, ça ne nous a pas intéressé au départ, donc c'est des petits détails comme ça qui sont un peu importants. Voilà, donc ça, c'est un domaine qu'on est en train de regarder. On est en train de se poser la question, est-ce que d'avoir des simulateurs en temps réel qui fonctionnent en temps réel pourraient être utilisés sur les bateaux pour aller, en mesurant un minimum de choses, essayer de décrire ce qui est en train de se passer sous l'eau. Alors ça, c'est un peu... on est à l'interface entre le design des tuyaux et la simulation. Il faudrait que les deux mondes arrivent à coopérer. Il y a des gens qui le font aujourd'hui, mais on n'est pas très convaincus qu'ils aient les expertises qui sont nécessaires, qu'on va retrouver chez des intervenants comme Saipem ou comme chez nous. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent rien en tuyaux, qui font un simulateur de tuyaux temps réel sur un bateau, on peut se poser des questions. Pourquoi ils ne font pas notre boulot s'ils le font si bien? Mais je pense que des gens comme Saipem et comme nous vont devoir se poser la question de qu'est-ce qui est réellement en train de se passer, parce qu'il y a encore de la marge de design qui est due au fait qu'on ne sait pas, en termes de fatigue des tuyaux, ce qui est en train de se passer sous le bateau. Si on le savait, on pourrait peut-être réduire les épaisseurs de quelques millimètres, et ça rapporte énormément. Dans ces domaines, on a aussi sur les FPSO, alors plus sur les FLNG ou donc tout ce qui est gaz naturel, la question des capitaines qui viennent se mettre à couple, le capitaine d'un carrière LNG qui vient se mettre à couple dans un FLNG. Aujourd'hui, il va faire une évaluation personnelle de la météo et de l'environnement, de ce qu'il connaît de la réaction de son bateau et surtout de la réaction du FLNG, il va pour se mettre à couple.
On pense qu'en proposant d'avoir des simulateurs qui prendraient directement des informations météo en temps réel, on pourrait donner au capitaine un outil qui lui permettrait de faire une évaluation beaucoup plus précise de la capacité de son navire à venir se mettre à couple. Est-ce que ça nous ouvre plus de portes météo ou est-ce que ça va nous enfermer? On n'en est pas encore sûr. Mais en tout cas, on aura un résultat qui sera toujours plus fiable. Le capitaine saura où est-ce qu'il est en train de s'engager. Et la dernière petite chose que je mentionne quand même, parce que la réalité virtuelle, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Le 3D, des choses comme ça, c'est très très bien vu par les grandes autorités qui ne comprennent pas toujours ce qui est derrière. Et donc on se retrouve à utiliser ces solutions pour faire un peu du marketing. Bon, c'est une activité qu'on a. Ça peut drainer énormément d'énergie d'une équipe qui ferait un simulateur. Au début, on était enthousiaste à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on est un peu plus réticent en disant laissons aux amateurs les jeux, essayons-nous de rester sur de la simulation très sérieuse. Alors, normalement, j'ai une vidéo, mais je vais mettre directement les vidéos. Voilà ce que ça donne en résultat, parce que bon, je vous en ai parlé, c'était intéressant. Quelque chose que je ne peux pas vous montrer à travers une vidéo, c'est le fait qu'on peut être en réalité virtuelle. Alors c'est quelque chose qu'on a découvert, la réalité virtuelle, il y a maintenant 2 ans. Moi j'y croyais pas trop. Ça permet à un opérateur de se balader réellement sur la barge du navire et de se rendre compte des choses à l'échelle 1. Je peux vous zoomer tout ce que vous voulez, vous le mettre exactement pour que ça fasse la bonne taille. Vous n'aurez pas une perception d'échelle 1. Quand vous mettez dans un casque de réalité virtuelle, vous avez une vraie perception d'échelle 1. Pour moi, je pense que c'est des éléments qui vont changer un peu la donne et qui vont être adoptés extrêmement vite pour pouvoir comprendre des designs, des objets qui sont un peu grands, auxquels on n'a pas forcément directement accès. En termes de simulation, alors, ça paraît être une animation un peu toute bête. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un système derrière qui est en train de calculer. On a un nombre d'élingues, je ne sais plus combien, un peu plus d'une vingtaine d'élingues qui vont lever plus de 300 tonnes. On va avoir en temps réel un calcul de l'effort dans toutes ces élingues. On va pouvoir le ressortir, on va pouvoir le loguer, on va pouvoir détecter des collisions alors qui sont difficilement détectables à l'écran. Dès que 2 objets sont en collision, on va avoir une petite flèche qui va apparaître, qu'on va à nouveau pouvoir loguer, et on va pouvoir a posteriori donner à l'utilisateur une information sur la performance de ce qu'il aura fait. Ce qui est assez important. Alors, je vous avais dit aussi que sur ce projet donc, qui est Kaombo, les ingénieurs ont beaucoup appris de la simulation faite par le grutier. Vous pouvez voir sur toute la partie jaune, la partie bleue, pardon, vous pouvez voir des éléments qui ont été rajoutés en gris. Alors, toute la partie grise, en fait, ce sont les éléments qu'on a rajoutés dans une dernière. Alors, on en voit là, par exemple. Alors, ça, ce sont des éléments qui ont été rajoutés a posteriori. Entre la première et la dernière simulation qu'on a fait, le projet Kaombo nous a demandé de rajouter des choses dans la simulation parce qu'ils ont constaté des impossibilités d'opération. Alors, je pense qu'avec les équipes d'ingénieurs qu'on a, on aurait fini par trouver une grande partie de ces problèmes. Ceci dit, un seul de ces problèmes en mer, et ça peut être jusqu'à une semaine d'immobilisation d'un bateau. Et c'est des choses qui arrivent, ça arrive rarement parce qu'on arrive toujours à trouver une astuce. Il ne faut pas se cacher que souvent quand on trouve une astuce, ça peut être au détriment de la sécurité sur le chantier. Alors que quand on trouve l'astuce 6 mois avant, la sécurité on ne la met pas en jeu. Donc plus on trouve tôt, moins on prend de risques. On trouve toujours une solution. Elle n'est pas toujours très prudente. Sur cette simulation, on a, là vous pouvez voir une petite tourelle jaune. On a donc 3 opérateurs, on a 2 tourelles jaunes comme ça, il y en a une de l'autre côté qu'on ne voit pas bien, et le grutier, et les 3 pouvaient intervenir en parallèle. Ça, c'est des choses importantes sur ce genre de solution, c'est de toujours s'assurer qu'on va pouvoir pas former un seul équipier, mais former un nombre d'équipiers relativement important. Et actuellement, on est en train de développer des nouvelles versions dans lesquelles on va pouvoir aller mettre autant d'opérateurs qu'on veut en multipliant le nombre de postes. Bon, à un moment donné, on va arriver sur des limites de capacité de calcul des systèmes, mais on peut aller relativement loin. Alors, petite chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on a l'impression que les bateaux sont complètement statiques sur cette version et que la mer est complètement calme. En fait, la mer, elle bouge de 1,5 m. Il y a une houle de 1,5 m. Et chacun des 2 bateaux, alors pas le bateau vert, il a sa vie un peu à part, la barge et le gros bateau bougent chacun selon leur hydrodynamique propre. Et là-dessus, on est extrêmement réaliste. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, si ce n'est que, voilà, on a eu une vision très très large. Moi j'ai fait un focus très très étroit, mais finalement ça se complète assez bien. On est encore en train de gratter des marges, mais on gratte des marges qui sont de plus en plus fines, et on est obligé d'aller sur des outils qui sont un peu originaux pour pouvoir gratter aujourd'hui. Il n'y a plus moyen du luxe qu'on a eu pendant nos années.
Mais ça amène des défis qui sont de plus en plus, finalement, de plus en plus passionnants. Avant, les défis, c'était le grandiose. Aujourd'hui, le défi, c'est les plus intellectuels et il nous demande d'être de plus en plus performants dans ce qu'on fait. Voilà. Merci pour ces deux exposés très intéressants. Je voulais savoir, compte tenu du prix du baril aujourd'hui, est-ce qu'il est encore question d'ultra deep offshore? Alors je le dis pour la salle, l'ultra deep offshore, c'est la production en mer profonde, mais au-delà de 1500 mètres. Hein. On a évoqué 1500 mètres, et il y avait des études qui étaient faites avant la chute des prix du pétrole pour essayer de produire à 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres de profondeur. Alors voilà, moi ce que je veux savoir, bon, compte tenu des prix, est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que ça a des chances un jour de revenir à la surface, l'ultra deep offshore? Et quelles sont les prouesses technologiques qu'il faudrait que l'on atteigne aujourd'hui pour pouvoir aller à ces profondeurs? Alors effectivement, l'ultra deep offshore reste d'actualité. Les grands groupes comme Total, Exxon, Shell cherchent du pétrole en ultra deep water. Ils ont pris des concessions dans un certain nombre de pays. Ça fait partie des dernières frontières, on va dire, que les pétroliers cherchent à développer. C'est aussi des zones dans lesquelles des grandes majors ne seront pas concurrencées par des petits. Donc elles auront tout le loisir de s'exprimer et tout le loisir d'être les seules à pouvoir exploiter ce genre de champs. Donc je pense qu'on va continuer à avoir des développements deep offshore. Le baril à $50 peut permettre le développement de projets ultra deep offshore. Par contre, on ne peut plus se permettre ce qu'on se permettait il y a quelques années sur des marges qui sont un peu grasses ou des solutions qui sont luxueuses ou des solutions hyper technologiques parce que l'objectif c'est d'en mettre plein la vue. Ce genre de comportement n'est plus possible. Dorénavant, les solutions technologiques doivent être les mieux adaptées à l'environnement, les plus smart, les plus légères pour simplifier les installations en mer. Par 3000 mètres, on ne peut pas se permettre d'avoir du pipe-in-pipe par exemple, deux tuyaux imbriqués l'un dans l'autre. On le ferait. Hein. Avec plaisir. Oui, bon, je pense que Saipem comme Technip FMC a les moyens de faire du pipe-in-pipe, mais le coût engendré par ce genre de projet ne serait pas acceptable. Donc dorénavant, les pétroliers veulent aller vers des solutions qui sont les plus légères possibles, les plus simples possibles. Au lieu de mettre deux tuyaux, on n'en met plus qu'un seul. Au lieu de mettre de l'isolation pour tenir tous les cas design, on va mettre de l'isolation qui tient la production nominale, et quand on sera en cas dégradé, on fera avec. Des choses comme ça, on va avoir des procédures de rémédiation au lieu de considérer que le système peut se débrouiller tout seul. On va aller vers des solutions plus low cost. On va faire même si on va en deep offshore, il faudra être capable de proposer des solutions qui sont acceptables, mais pas aussi que ceinture, bretelles et tout le tralala. Et aujourd'hui, à 50-60 $, on saurait y aller s'il fallait produire à 3000 mètres, où il y a encore des étapes technologiques, techniques, de recherche, de ROV, etc., qu'il faut encore franchir. Oui, tous les risers, aujourd'hui, les risers 3000, oui. Les technologies de riser 3000 mètres sont très très vite. Il y en a un troisième, non, vous en avez un. J'en ai un. Toutes les technologies de riser sont aujourd'hui sont à la limite. Et, suivant les flux qu'on va remonter, on a la solution ou on l'a pas. Il y a des fluides très haute température, très haute pression, très corrosifs, qu'on ne sait pas remonter dans de bonnes conditions depuis 3000 mètres. Alors nous, on est un peu les pourris du flexible. Nous, on ne jure que par le flexible. On a tapé beaucoup plus violemment que nos voisins le mur de la grande profondeur, parce que le flexible en très grande profondeur ne porte plus son propre poids. Il faut qu'on sorte des nouvelles solutions. Alors là, on va sortir sur du carbone. C'est vrai qu'on ne peut plus faire du très joli, mais ceci dit, il y a quand même dans les garages, on est en train de sortir des technologies qui sont assez intéressantes, et je pense que c'est pareil chez nos concurrents. Hein. C'est toutes les solutions autour du composite et des choses comme ça. Les problématiques de descendre toute la production au fond, plus on va profond, plus descendre des bidons à pression atmosphérique, ça marche très très mal. Donc à nouveau, on va avoir des problématiques dans ce domaine-là. Donc toutes les solutions ne sont pas trouvées.
mais je pense qu'à 50 $, on est à peu près confiant qu'on va pouvoir y aller. Il faut comprendre que quand on descend un objet à 3000 mètres, le poids du câble représente une part très importante, le poids du câble de descente. Donc rien que ça, aller poser des objets au fond de la mer à 3000 mètres, le levage et les opérations qui vont permettre d'amener l'équipement sous l'eau, c'est un challenge. Très peu de sociétés sont capables de faire ce genre d'opération. Ensuite, on peut changer le problème. Le problème qui est de produire à 3000 mètres peut aussi se transformer en quelque chose qui reste produire à 2000 mètres, mais en déplacement le fluide sur 50 km. Au lieu de produire juste au-dessus, on peut dire ok, je ne vais pas produire juste au-dessus, je vais aller chercher une infrastructure qui est à 2000 mètres et je vais traverser 60 km jusqu'à cette infrastructure. Et donc je resterai dans les gammes classiques. Le seul problème sera de traverser ces 60 km au lieu des 20 km que je sais faire actuellement. Donc d'autres façons de penser peuvent être envisagées. Et donc les pétroliers, si on n'est pas dans une zone vierge comme par exemple l'Argentine, il y a des prospections en Argentine où on n'a pas d'infrastructure qui existe, mais si on est en Angola, aller produire du pétrole par 3000 mètres en Angola, on peut le faire. On l'a fait, enfin sur Tarambo, on est à Swaziland, la fosse est juste après, est juste à côté. Et dans les problèmes, les très longs tie-backs, donc c'est des distances à 60 km, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va imposer d'avoir de l'électricité qui va permettre de chauffer tout ce bazar. Et s'il y a de l'électricité, ça veut dire que le FPSO a été prévu pour cette électricité. Et tout d'un coup, alors qu'à l'époque de Dahlia, on pouvait quasiment décorréler le projet subsea et le projet du FPSO pouvaient être quasiment décorrélés. On avait une petite interface qui était une bride sur le bord du bateau. Et ça se passait relativement bien. On téléphonait aux Coréens de temps en temps pour leur demander comment ça allait. Et tout se passait bien. Quand on va être sur des projets comme ça, il va falloir qu'il y ait une intégration de plus en plus forte. Et que finalement la partie sous-marine qui arrivait en général à la fin de l'aventure revienne peut-être beaucoup plus tôt dans l'aventure pour designer le champ avec le client. Et ça c'est peut-être un des changements qui est en train d'arriver et qui est relativement là même et qui va se développer encore, c'est qu'il faut arrêter que chacun soit dans son précaré et qu'il y ait une réflexion de conception des champs qui intègre ces technologies. Ce qui veut dire que les clients vont devoir passer dans une phase où ils vont accepter de designer un champ avec une technologie qui n'a pas encore été démontrée. Ils n'y sont pas encore, ça. Il va falloir un peu leur tordre le bras. Et nous aussi, il va falloir nous tordre le bras aussi de prendre le risque de signer un contrat sur une techno qui n'est pas validée, parce que c'est dans 5 ans qu'on va le mettre en œuvre. Voilà, c'est un peu l'avenir, malheureusement. Effectivement, les phases de projet actuellement, on a un travail très collaboratif, qui était le cas dans les années 2000, quand on a fait Girasol ou des projets comme celui-là. L'objectif, c'est de faire des projets à livre ouvert, où le client et le constructeur vont partager leurs contraintes, leurs problématiques, leurs technologies, leur savoir, de manière à produire le projet qui est le mieux adapté au développement et qui va permettre d'avoir un coût compétitif. Parce qu'on a tout intérêt, eux comme nous, à trouver un terrain d'entente, parce que s'il n'y a pas de projet, nous on crève, et si eux ils n'ont pas d'ingénierie, ils ne peuvent pas produire leur pétrole. Donc on est obligé de travailler main dans la main. Merci pour ces deux présentations très intéressantes. Vous avez bien relevé le premier défi, c'est-à-dire d'avoir des projets qui soient rentables avec à 40 $ le baril au lieu de 80, donc, et avec la réduction des coûts des projets correspondants de manière drastique. Mais il y a un deuxième défi que je vois, c'est en termes de marché de l'exploration-production pétrolière, à partir du moment où le marché, où c'est maintenant les roches-mères et le pétrole et le gaz de schiste qui sont et seront les plus fortes perspectives de développement. Là, est-ce que pour les sociétés parapétrolières européennes telles Saipem et Technip, est-ce que le marché des installations de production roche-mer à terre et aux États-Unis en particulier sont ouverts pour ces sociétés? Alors, pour nous, c'est un tout petit peu particulier. Depuis un an, on fait des installations à terre pour les gaz de schiste, puisque FMC est très très impliqué là-dedans. La partie subsea dont on a parlé aujourd'hui n'a absolument aucune compétence pour aller à terre. En tout cas, nos bateaux marchent très très mal sur route. Et on est dans une confrontation frontale violente avec eux,
on fera tout pour les faire tomber. C'est très très clair chez nous, ça a été dit, ça a été redit. Même si on a une part de marché dans ces technologies, l'offshore profond a besoin que ces technologies soient moins efficaces, en même temps que nous on doit l'être de plus en plus pour arriver à trouver un équilibre. Aujourd'hui on n'est pas à l'équilibre. Je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est la géopolitique. Des pays comme l'Angola et le Nigeria ont besoin de pétrole, et le pétrole dont ils ont besoin se trouve en mer. Donc ces pays auront besoin de Saipem, de techniques, pour développer ces projets. D'autres pays commencent à rentrer dans le... Quand on parle d'ultra deep water, par exemple, ce sont des pays parfois qui n'ont pas encore exploité leurs ressources. Ces pays veulent aussi avoir une part du gâteau. Donc effectivement, aux États-Unis, on a un phénomène qui est très fort sur l'huile de schiste, mais Trump veut également développer le golfe du Mexique, donc il cherche aussi à aller chercher des ressources en offshore. Et dans ces domaines-là, l'industrie européenne a des choses à apporter. La sécurité à long terme des huiles de schiste des roches-mères, elle n'est pas du tout garantie. Est-ce que ça va rester pendant très longtemps aussi efficace? Alors, on parle depuis des années de dire que ça va tomber très vite, puis finalement ça continue à monter. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, et ceux qui seront prêts à ce moment-là s'en sortiront bien. Et je pense que c'est une des raisons aujourd'hui pour laquelle il y a toujours de l'exploration, c'est que les gens n'ont pas une très grande confiance à long terme sur les huiles de schiste, qui sont aujourd'hui quand même très concentrées uniquement aux États-Unis. Il y a quand même une forte baisse des investissements en exploration et en production aussi. Il y a eu. Alors voilà, ça redémarre. Ça commence à redémarrer. Oui. Mais il y a eu 3-4 ans de stoppage complet, quoi. J'ai envie de dire que c'est une sorte d'accalmie en fait. Il y a eu tellement une surchauffe que je pense pas. Je sais pas si on attendait le vent quand même. Hein. Je sais pas si on aurait pu continuer comme ça. Parce que je ne sais pas si on peut continuer comme c'est aujourd'hui. Ouais, non, on peut pas non plus. Il faut maintenir les compétences. Voilà, exactement. Là, c'est le gros. On est en train de perdre. Là, on est en train d'éroder le système assez fortement. Mais une réflexion il y a quelques semaines ou mois d'un collègue, je ne sais plus dans quel centre de business, il dit ça y est, ça repart, on a réussi à perdre un projet. C'était déjà une bonne nouvelle de perdre un projet, parce que ça voulait dire qu'il y avait un projet qui avait été signé. Donc ça donne un peu l'état d'esprit actuel, mais on voit des projets qui arrivent, qui sont en train de redémarrer. Et dans des zones pas forcément conventionnelles, le Mozambique, des choses comme ça, comme le Sénégal, la Guyane, la Guyane française aussi. Donc des nouvelles zones qui sont un peu explorées. Après, on a beaucoup parlé de pétrole, on n'a pas beaucoup parlé de gaz en fait. Si on parlait du gaz, le contexte offshore du gaz est aussi en plein boom actuellement. Donc Saipem a réalisé le projet ZOR en Égypte. Vous avez également les projets au Mozambique qui sont des énormes projets sur lesquels il va falloir faire des trunklines en mer. Vous avez toute la partie méditerranéenne où il y a beaucoup de gaz qui est découvert actuellement. Donc sur la partie gaz, le gaz en mer, il y en a beaucoup. Donc ça peut rester un élément important du développement de l'industrie offshore sur le gaz. Ça fait des années qu'on attend. Mais voilà, la demande, elle n'est pas aussi florissante qu'on l'espère. Oui, mais le marché du GNL est en train de s'asseoir et en train de croître. Donc on espère que ça va permettre. Bonsoir, je crois que c'est moi qui ai le micro, donc j'en profite. Je ne me présente pas forcément exactement le secteur dans lequel vous êtes et la concurrence qui peut y régner. Vous avez parlé justement de projets très très complexes avec la notion d'intégration client ingénieriste pour pouvoir développer justement des choses qui sont quand même juste uniques. Vous donnez l'impression effectivement de maîtriser à la fois les compétences de gestion de projet et puis de la technologie complète. Je me représentais plutôt le secteur comme étant une myriade de plein de boîtes d'ingénierie avec chacune des technologies à intégrer. Enfin, est-ce que c'est si morcelé que ça comme je me le représentais, ou est-ce que vous allez complètement me détromper et me dire que voilà, vous êtes deux ce soir et en fait au total il y a une demi-douzaine d'entreprises qui savent faire ça et qui sont très intégrées verticalement? Pas une demi-douzaine. On est un peu plus que 3, mais bon, on a été... ça a rebaissé là, il n'y a pas très longtemps, il y en a une qui a mis la clé sous la porte, des ingénieries comme Saipem et Technip FMC. Il y a Subsea 7 qui est très connu, qui est aussi très implanté à Paris, de moins en moins, malheureusement beaucoup moins. Sorti de là,
voilà, c'est les 3 historiques, et derrière, il y en a quelques-uns, mais qui sont beaucoup plus petits, et qui vont en général pas avoir d'autres cordes à leur arc qu'une petite flotte de bateaux. Les 3 gros ont tous à leur arc des cordes supplémentaires. La nôtre, ça va être qu'on fabrique les produits. On est la seule qui fabrique les flexibles, là où en face on va se retrouver avec des générales électriques ou des choses comme ça. Saipem, ils sont sur toute la chaîne de valeur, beaucoup, quelques forages et des choses comme ça. Donc, les 3 gros sont quand même les 3 très gros. Derrière, c'est beaucoup plus petit. Mais par contre, on ne collabore pas avec ces plus petits, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Sur un projet, quand un plus petit arrive à avoir un projet, en général, il n'a pas besoin de qui que ce soit d'autre pour le vue. Parce que je pense à une nouvelle technologie, typiquement vous avez parlé de simulation numérique et autres. Au départ, ce n'était pas votre métier de faire de la simulation numérique. Est-ce que là, vous intégrez aussi plein de petits acteurs, des sous-traitants Alors, sur notre sujet, c'est un peu particulier. On a voulu le faire en interne parce que c'est des compétences qu'on avait sur la modélisation. En général, on essaie d'intégrer des technologies externes et on va chercher des fournisseurs de solutions et on va intégrer ces solutions dans nos projets. Je pense que c'est à peu près pareil de l'autre côté. À partir du moment où la solution va être trop proche de notre cœur de métier, on va venir l'intégrer vraiment dans l'entreprise. Mais il y a une myriade, mais qui est encore en 3e rideau derrière nous. Donc on a la major, le contracteur, et derrière énormément de gens qui vont faire alors, tout ce qui est le positionnement des bateaux. Typiquement, on ne positionne pas nous-mêmes nos bateaux. Vous, je ne sais plus si vous le faites ou pas. On ne fabriquait pas nos robots sous-marins. Voilà, vous le faites, mais voilà, nous on commence à le faire. Il y a beaucoup de sous-traitance qu'on va faire, et derrière on a effectivement beaucoup de monde et des sociétés qui sont souvent extrêmement innovantes, de la PME extrêmement innovante, qui pendant des années a profité de la manne du pétrole pour amener des projets qui étaient a priori pas rentables et sur lesquels on misait. Et aujourd'hui, ces gens-là tirent fortement la langue, et c'est peut-être pour ça qu'on fait plus de développement en interne, parce que ce tissu de PME a tellement souffert depuis quelques années qu'ils se sont détournés de notre marché. Ils n'ont pas forcément disparu, mais ils se sont détournés de notre marché. Ils ne sont plus tellement intéressés à discuter avec les rois du pétrole. Ça fait plus rêver grand monde aujourd'hui. Je crois qu'on a vécu la surchauffe qui a fait qu'on a explosé toutes les compétences. Plein de petites sociétés ont voulu avoir leur part du gâteau. Et aujourd'hui, ce monde où il y avait beaucoup de sociétés qui travaillaient dans le monde du pétrole est en train de se réduire. Et surtout dans l'offshore. Dans l'offshore, on sent une consolidation et une consolidation verticale où les groupes sont en train de se consolider en se mariant les uns les autres. C'est petit, non, vous Amadou n'a pas encore... Enfin, si, on travaille avec cœur. Et effectivement, il y a Technip FMC qui a été les premiers à fusionner, mais en ce moment, il y a une JV qui est en préparation entre Subsea 7 et Schlumberger. Donc, le monde de l'offshore se concentre plutôt qu'autre chose. Se concentre, effectivement. Il y a des visions à 4 acteurs. General Electric, Schlumberger, Technip FMC et Saipem Aker, on ne sait pas bien, la 4e, elle n'est pas encore est-ce que ça restera des indépendants ou pas, peut-être une belle aventure, mais ce schéma à 4 acteurs, ça n'empêche pas que derrière il va y avoir une myriade de petits sous-traitants. Il y a des technologies qu'on n'en a pas besoin de maîtriser chez nous, mais c'est pas la technologie principale, c'est pas le produit. Typiquement le produit, on va le maîtriser. Ça ne sera pas le bateau on va le maîtriser. La valeur des projets avait explosé entre 2000, en 2000, un gros projet c'était quelques centaines de millions d'euros, et ces dernières années on parlait en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros à la fin. Est-ce qu'on va revenir à des projets de taille plus raisonnable En partie, il y a des tie-backs, il va y avoir beaucoup des tie-backs, c'est-à-dire on a ce qui était montré tout à l'heure, on a un champ principal et on va venir juste créer une tête de puits. Et donc ce projet ne va pas coûter très très cher. Il va mettre en œuvre les mêmes technologies, ce qui va être le problème d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ticket d'entrée qui va être toujours assez cher, mais par contre on va pouvoir créer de la production à un coût minimum. Et donc là il y a tout un travail qui est sur la cartographie des réserves et de quelle est la distance entre les réserves, la distance moyenne dans le monde entre les réserves et les lieux de production, et quelle est la longueur maximum du tie-back qu'on est capable de faire pour une moyenne. Et on n'a pas encore atteint, ce qui était dit tout à l'heure, on n'a pas encore atteint de correspondance entre la longueur du tie-back et la distance moyenne des tie-backs. Quand ça va arriver, on va pouvoir ouvrir énormément de micro-productions à notre échelle, sur lesquels nos énormes bateaux vont peut-être poser des problèmes assez intéressants en termes de surcapacité. Il va peut-être falloir trouver des nouveaux bateaux plus petits.
Alors, Technip FMC vient de racheter une petite flotte de riserless well intervention, c'est-à-dire intervention sur puits sans riser, c'est-à-dire essayer d'aller faire dans du léger. Nous, on n'y connaît rien, on découvre ça depuis l'annonce. On sent bien qu'il y a un mouvement vers des assets peut-être plus petits pour pouvoir faire des projets plus petits. Il y aura des petits projets plus petits. Il y aura probablement toujours des très gros projets parce que les investissements sont tels qu'il va falloir... un gros projet permet de développer des nouvelles choses. Le Piping Pipe dont on a parlé, il n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu tous les grands projets ouest-africains. Dans le domaine de l'offshore, les pétroliers, leur vision actuelle, c'est de morceler le capex. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 milliards d'un coup, on commence petit, 4 milliards, on fait une première infrastructure qui permet de produire. On sait qu'à côté, c'est le projet LISA, par exemple, en Guyane. On sait qu'à côté, on trouve des myriades d'autres patates à exploiter plus tard. Mais on est déjà sur place. Une fois qu'on est sur place, on tire des réseaux de plus en plus longs. Et on vient se connecter sur l'existant. Là, le subsea processing est intéressant parce qu'il permet d'adapter le flux de production au réseau existant. Donc aller vers des projets qui sont phasés, où on travaille une première phase, une seconde, même pour des sociétés comme nous, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une visibilité sur plusieurs années. Ouais, et puis pas tous les œufs dans le même panier. Et voilà, et pas avoir tous les œufs dans le même panier. Par contre, effectivement, ce genre de projets ne sont pas à la hauteur des projets sur lesquels on a vécu, et notre flotte et nos assets ne sont pas forcément adaptés à ce genre de projet. Kaombo, c'était plus d'une quinzaine de bateaux sur le champ, en même temps. C'est-à-dire que quand nous on a lancé Kaombo, on a mis un effort complètement colossal. Kaombo est en train de s'arrêter. Je ne veux pas dire du mal parce qu'il y a des gens de la Tour Adria, mais la Tour Adria, ils sont en train de fermer les lumières pour l'économie, parce que c'est un tel investissement qui est en train de s'arrêter, il va falloir redémarrer, ça va être des machines très très grandes. Donc pour nous c'est intéressant ces petits développements. Il y a des réflexions aussi sur, je suppose que vous avez les mêmes, sur est-ce qu'on peut faire comme, qui sait qu'ils vendent plus des voitures, mais ils vendent du voyage, c'est Peugeot mais qui vendent du voyage et plus de la voiture. Est-ce que nous on peut vendre du baril et plus vendre des tuyaux, parce que finalement le tuyau c'est complètement dépassé. Est-ce qu'on peut leur vendre du baril? Et donc peut-être qu'on va pouvoir aller sur des projets, peut-être la structure financière des projets sera très très différente et permettra de réduire. Ça dépasse complètement mes compétences, mais je sais que ça fait partie des réflexions. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée sur le parapétrolier. Le parapétrolier français existe bien. Il existe encore, c'est des centaines de sociétés, beaucoup de PME, quelques sociétés de taille intermédiaire, excessivement innovantes, ça a été cité. Et ce parapétrolier est excessivement impliqué dans tous les grands projets auparavant. Derrière, effectivement, Technip Saipem qui était capable de maîtriser des projets de plusieurs milliards d'euros, voire jusqu'à 10 milliards d'euros. Il y avait toute une chaîne qui retombait sur l'ensemble du parapétrolier français. Sur tous les domaines, aussi bien les domaines techniques, technologiques, les services, les ROV, etc. Et c'est sûr, aujourd'hui, on disait que depuis 3-4 ans, il n'y a pas eu beaucoup de projets. Ce parapétrolier était excessivement orienté sur le deep offshore, parce que c'était une spécificité française. Il a beaucoup souffert et les sociétés qui étaient uniquement sur le deep offshore ont eu beaucoup de mal, un certain nombre ont disparu. Et celles qui survivent, ce sont celles qui étaient multi-activités, qui ont pu se réorienter soit vers du renouvelable, mais ça ne compense pas la même en termes de volume, ni en termes de technicité et de complexité, soit dans le nucléaire, soit sur d'autres activités. Alors voilà, le parapétrolier existe encore, il attend que ça redémarre. Et comme on le dit, c'est pas sûr que ça redémarre sur les mêmes volumes qu'avant. Une question là. Bonsoir. Sur le Seabed Factory, quelle est la puissance installée au fond de l'eau et comment se fait la génération électrique? Et lorsqu'on est en deep to shore, que vous avez évoqué, comment se fera ensuite la maintenance et éventuellement les interventions? La production aujourd'hui, on essaie de brûler globalement une partie du pétrole, une partie des effluents qui remontent. On essaie, voilà. Il y a des réflexions aujourd'hui sur essayer de décarboner la production elle-même. C'est-à-dire, il y a une vision assez, qui paraît intuitivement assez simple, c'est-à-dire probablement dans pas très très longtemps, le pétrole on ne pourra plus l'utiliser comme une énergie à brûler, on l'utilisera comme un produit de pétrochimie ou des choses comme ça principalement, quoi. Donc décarboner la production, c'est pas faire du greenwashing, c'est vraiment dire gardons le pétrole pour aller faire du plastique et pas pour faire de la lumière. Donc pourquoi pas des champs d'éoliennes autour de FPSO. Probablement que technologiquement c'est pas très compliqué. Ce qui va être très compliqué, c'est d'aller construire du business case pour aller justifier ces investissements. Donc c'est des choses qui sont en train d'être regardées.
Alors, nous on le fait, je suppose qu'on n'est pas beaucoup plus intelligent que les autres, donc on ne doit pas être les seuls. Dans la seconde partie, dans le Subsea to Shore, la maintenance, c'est un serpent de mer qui date de 1995, qui a été à l'initiative d'une PME française du sud de la France, qui depuis a rejoint un grand groupe, un grand contracteur pétrolier. De 1995 jusqu'à 2005, il y a eu une réflexion sur avoir des engins autonomes au fond de l'eau, complètement résidents. C'est tombé à l'eau vers 2005, parce que dans un marché qui était encore assez florissant, le seul moyen de rentabiliser quelque chose comme ça, c'était de supprimer complètement un bateau. Et or, on n'arrive jamais à supprimer un bateau, parce qu'il arrivera toujours une tâche, un impondérable qui fera qu'on voudra avoir des gens et des moyens humains sur place. Dans un marché qui va être de plus en plus tendu, il est probable qu'on va accepter, et c'était dit tout à l'heure, et je crois que c'est très important, on va accepter de prendre, alors pas un risque au sens on va casser, mais peut-être un risque au sens ça ne fonctionnera plus de façon optimum pendant un certain temps, parce que le système est autonome et défaillant. Donc voilà, donc ces réflexions sur l'autonomie sous-marine est en train de revenir, mais elle revient, en tout cas vu de notre point de vue, elle revient par le petit bout de la lorgnette en disant est-ce qu'on peut déjà téléguider les choses, travaillons de la Terre, déjà. Et quand on aura fini de travailler de la Terre, peut-être qu'on pourra ramener de l'automatisation, alors qu'en 1995, au début de cette aventure, les gens se disaient on va faire du tout autonome du premier coup. Et donc on voit beaucoup de projets qui ne sont pas tous très publics d'ailleurs, de gens qui sont en train de se dire repartons. Les Norvégiens font des ferries autonomes. Je suppose que les premiers ferries autonomes, ils étaient téléguidés, il n'y a pas de vrai doute. Et la boîte qui fait ces ferries autonomes est en fait un acteur de l'engin autonome sous-marin. Donc on se doute bien qu'ils vont arriver. Oceaneering, qui a une flotte de ROV colossale dans le monde, ne peut pas se permettre, à notre avis, de laisser passer ça sans rien dire. Donc bon, ils vont sûrement travailler sur ces sujets, et ils le font avec Aker, donc on ne peut pas être loin de chez eux, mais voilà. Donc il y a énormément de travail. Il y a des travaux beaucoup sur la téléopération, à grande distance. Les Norvégiens, par exemple, déploient de la 4G sur des champs entiers offshore. Ils n'ont que les mouettes pour passer les appels, mais en fait ils ont des mouettes et des ROV, et des engins de surface qui peuvent parler des ROV. Donc il y a manifestement un besoin dans ce sens-là pour la maintenance. Dernière frontière qui n'est plus du tout à l'actualité, mais qui était assez rigolote, au moins dans le principe, c'était tout l'Arctique. On ne peut pas envoyer de bateau. Donc là, l'autonomie, elle était requise du fait qu'on ne peut même pas y aller. En mer du Nord, on va retrouver cette problématique en hiver. Si on a un problème en hiver, on ne peut pas envoyer de bateau. Donc est-ce qu'on pourra envoyer des engins depuis la Terre qui vont parcourir un certain nombre de distances? Et une fois qu'ils seront arrivés, ils n'auront plus de batterie, donc il va falloir qu'ils se rechargent, donc il va falloir toute une infrastructure. Ce qui veut dire que c'est pas valable pour du brownfield, il va falloir faire du rétrofit. Ça va pas être simple. Mais il n'y a pas le choix non plus. Combien de temps ça va prendre? Oui, alors, une question peut-être hors sujet, mais est-ce que vous faites de la prospection ou qui l'a fait pour vous? Prospection pétrolière, enfin prospection pour savoir où il y a des champs. C'est pas nous. Non, c'est pas vous, oui. Mais qui l'a fait pour vous? On ne fait pas. Non, mais nous, on ne fait pas de pétrole. C'est Total, Exxon et c'est sur Berger CGG en sous-traitance. Nous, on est vraiment dans l'histoire. Non, mais j'ai compris. Mais justement, qui l'a fait pour vous? Quels sont les... Mais nous, personne ne fait de prospection pour nous. Oui. En fait, c'est pour les pétroliers. C'est eux qui travaillent pour les pétroliers. Nous, ça ne nous intéresse absolument pas. Ils nous ont dit on va faire un puits à cet endroit-là. Voilà, oui. Qui fait la prospection, c'est CGG, principalement CGG. Alors avec du support de Schlumberger, il n'y en a pas beaucoup dans le marché. Fugro en fait beaucoup, des gens comme ça. Mais c'est des gens très spécialisés parce que des flottes de navires très spécialisées, des réflexions sur le traitement de données qui sont extrêmement spécialisées. Et là, ils ont le même comportement que nous vis-à-vis de Total, eux vis-à-vis de Total, dans le développement de software d'analyse des roches et des choses comme ça. Ça avance très très vite aussi là-dedans. Pareil, la France a été en pointe. Malheureusement, Technip est mal nommé pour les aventures de CGG, mais CGG va très très mal. C'est un nouvel acteur français qui souffre de ce qui est en train de se passer. Hein. C'est les grands donneurs d'ordre, c'est Total, Exxon, qui prennent le risque de la prospection. C'est-à-dire quand on fait un puits, ça coûte très cher, et s'il n'y a rien... Et une chance sur deux de trouver du pétrole à la clé. Donc ce risque, on ne peut pas le prendre, c'est pas possible. On ne peut pas aller forer un puits avec une chance sur deux de ne pas trouver du pétrole. C'est pas CGG qui prend le risque non plus. Et c'est le pétrolier qui va prendre ce risque. Par contre, la question est intéressante dans le fait que
on voit apparaître de nouveaux acteurs qui, en leur sein, ont des compétences de réservoir. Technip FMC et Saipem n'ont aucune connaissance du réservoir en proprement parler. Un Schlumberger Subsea 7 possède la compétence pour aller proposer ses services à une société nationale pour développer des champs sans passer par l'intermédiaire d'une major. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que l'Angola, par exemple, peut aller directement voir Schlumberger Subsea 7 pour développer un champ de A à Z, sans passer par un Total. Et comment dire, ça crée une modification dans le paysage, et qui n'intéresse pas, et qui met en danger Total, parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne toucher à la partie prospection, qui est leur cœur de métier. Une fois qu'ils ont trouvé des réserves, ils demandent à une société comme Technip ou comme Saipem de construire l'infrastructure pour produire des barils. D'accord, merci. Justement, pour bien clarifier, je dirais, les conditions contractuelles que vous avez avec vos clients, est-ce que finalement vous vendez des services, vous gardez tous les moyens, vous développez toutes les infrastructures, les bateaux, tout ce qu'on a vu, les robots, les rovers, tout ça, les réaliseurs, est-ce que vous gardez la propriété, est-ce que vous vendez des services, ou est-ce que votre client vous demande, reste propriétaire et façon propriétaire, voilà, pour clarifier bien le type de prestations que vous faites. Le client est propriétaire de l'infrastructure qu'on lui fournit en fait. L'infrastructure de production est la sienne, pleine et entière. Donc c'est lui qui va exploiter aussi. C'est lui qui va exploiter, c'est lui qui va produire le pétrole. À une exception pour nous, Saipem, on s'est embarqué sur Karambo, on va produire avec Total sur le bateau de Karambo, et parce qu'on a proposé à Total de faire le FPSO de Karambo selon nos standards, et pas selon les standards de Total. Dans ce cas-là, Total a dit ok, vous faites selon vos standards, mais dans ce cas-là, vous prenez une part de la responsabilité de la production du bateau. D'accord. Mais 99,9% des contrats, c'est le client qui vient nous voir avec un champ qu'il a découvert. Pour les grands majors, un schéma de développement sur lequel il sait que ça va marcher. Et nous, il nous dit, voilà, vous construisez comme ça, et à la fin, je veux que le système fonctionne comme ça, et vous avez des garanties sur le fonctionnement du système. Ensuite, je me débrouille avec l'infrastructure. Et en général, il fournit même une partie des équipements. Ouais, il achète certains équipements. C'est-à-dire que, par exemple, toute la tuyauterie sur un certain nombre de contrats, et c'est là-dessus où nous, on va être très agressif en disant, justement, vous n'avez pas à fournir la tuyauterie, on va la fournir. En général, ils fournissent la tuyauterie, ils fournissent un certain nombre de choses, parce qu'ils vont pouvoir l'acheter en avance de phase, et donc profiter de faire des stocks, voilà, des choses comme ça. Jusqu'où il va dans ces cahiers des charges? Est-ce que parfois ils sont très précis, très détaillés, ou parfois c'est fonctionnel? Ça dépend du client. Si vous prenez un Total, jusqu'à présent, on avait tout le descriptif du projet, fait en général par Doris, tout le descriptif du projet, toutes les spécifications, tous les standards, tout cela est défini par le client. Et vous faites selon les règles du client. Et le grand jeu pendant les appels d'offres, ils avaient qualifié ce qu'ils appellent les GS, donc c'est les spécifications générales de Total. Et c'est un jeu d'artiste d'aller trouver la petite annotation qui est pénible et qui va nous coûter 2 mm d'acier sur un tuyau. C'est ça un appel d'offres avec Total, c'est d'aller chercher ces petites pas des astuces, mais ces gènes. Et d'ailleurs Total est en train à cause de vous, suite à ce FPSO de Karambo, a compris que sa spécification devenait un coût. De surspécifier, c'était un coût. Donc ils sont en train de faire tout un travail de remise à plat de ces spécifications et de dire qu'est-ce qui est finalement du nice to have et où est-ce qu'il va falloir raboter. Là, il y a probablement beaucoup à gagner. D'autres contracteurs beaucoup plus petits, en général américains, vont arriver avec un dessin du champ et nous dire voilà, débrouillez-vous. Il faudrait que ça marche à la fin, ça serait sympa, mais débrouillez-vous. Voilà. Entre les deux, il y a de tout. On a des BP qui est très très particulier, qui va. Alors après, ça devient des traditions plus que des réalités économiques, mais BP va arriver avec une armée d'experts extrêmement bons, qui vont être extrêmement pointilleux et qui vont être pendant l'ensemble du projet d'une extrême aide pour nos ingénieurs, puisqu'ils vont leur apporter énormément de questions très intéressantes. Voilà, donc on va trouver de tout. Et c'est vrai que géographiquement et par entreprise, on va avoir des cultures d'entreprise. Ça va être plus que du schéma contractuel, ça va être des cultures d'entreprise qui vont être très différentes.
des expériences d'ingénieurs sur tel ou tel projet qui vont être très différentes, c'est amusant. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est quand même des petites sociétés qui se lancent dans le deep offshore et qui n'ont rien, donc qui viennent vous voir avec 2 documents de 20 pages chacun et qui vous disent c'est votre responsabilité de proposer. C'est pas forcément plus crétin, hein, au final, on n'a pas intérêt à ce que ça marche pas. Non. Bon, par contre, on n'a aucune maîtrise du réservoir, donc pour nous, on a quand même un gros point d'interrogation qui est, nous on ne connaît pas le réservoir, donc votre réservoir, nous on va vous proposer des choses, mais peut-être que les pressions qu'on vous demande, vous n'arriverez jamais à les atteindre et on n'arrivera jamais à produire de pétrole. Alors, j'ai une autre question importante que je vous propose, vis-à-vis des défis, des enjeux industriels. Est-ce qu'il y a néanmoins au niveau mondial une recherche de standardisation au niveau du deep offshore, comme on sait dans l'histoire pétrolière, parce que la standardisation est source bien sûr d'efficacité, d'interchangeabilité, de transfert de propriété entre exploitants et opérateurs. Voilà la question que je pose. Alors, elle existe au Brésil. Petrobras depuis des années a décidé que le connecteur de Petrobras, ce serait celui-là. Et donc quand Aker, FMC ou Vedco proposent un système de tête de puits à Petrobras, c'est avec leur connecteur. Et c'est interchangeable. Et on peut prendre un flexible de General Electric ou de Technip avec le connecteur, on branche sur n'importe quel puits. Ça marche très très bien. Ils ont fait des économies colossales et je me souviens une dizaine d'années quand des très très grands ingénieurs de Total disaient peut-être que notre schéma de développement d'Afrique de l'Ouest, on devrait le regarder sous la lumière de ce que fait Petrobras. Parce que finalement, Petrobras, ils ont beau pas être des grands Européens très en avance, ils font quand même finalement probablement mieux que tout le monde à l'époque. Donc oui, la standardisation existe. Alors, après, je pense que si je vais voir mes petits collègues, mes nouveaux collègues de FMC, que je leur demande est-ce que vous avez envie de standardiser, ils vont me dire oui, évidemment, pour réduire les coûts de nos équipements. Et est-ce que vous avez envie d'avoir un standard commun avec l'industrie? J'ai peur que non. En fait, à la base, on est des entreprises de niche. Et on veut garder ce côté niche. On veut être les seuls à pouvoir le faire. Donc, on veut standardiser pour effectivement réduire les coûts. Mais en même temps, on ne veut pas que les autres viennent sur notre marché. Donc, il y a cette schizophrénie. On est complètement schizophrène là-dessus. On aimerait bien avoir des choses qui sont les mêmes partout, comme ça nous éviterait de nous faire des nœuds au cerveau sur pas mal de choses. Mais en même temps, on se dit que si jamais on fait tout pareil dans tous les champs du monde, il y en a d'autres que nous qui vont y aider. Oui, je rebondis sur la division au niveau des prestations entre l'exploration, donc CGG en l'occurrence, CGG Schlumberger, et puis l'ingénierie de construction technique Saipem. Mais il me semble qu'il y a il y a un peu plus d'un an, Technip a proposé de racheter CGG. CGG a refusé. C'était, j'imagine, dans une optique, finalement, il peut être intéressant pour le constructeur de mieux connaître le gisement et de proposer ensuite des prestations d'assistance à l'opération. Ce qui vient d'être dit, c'est complètement le schéma. Il faut qu'on vienne de plus en plus aider le client à concevoir son architecture de champ et de la concevoir de façon qui intègre nos produits plutôt que ceux du concurrent. Donc merci pour la standardisation, mais si on pouvait tout faire en flexible, on serait les plus heureux du monde. Par contre, si on pouvait faire que des tours verticales en acier, ça les arrangerait bien. Voilà. Et pour arriver à justifier notre design et finalement à préparer le coup d'après, c'est-à-dire le flexible d'après, il faudrait qu'on comprenne quels sont les champs de demain, quelle va être leur pression, leur température, leur acidité. Leur déport par rapport à leur profondeur. Et pour faire ça, il faudrait qu'on comprenne un peu ce qui se passe dans le puits. Quand on est en plus en train de se marier avec un FMC qui a le même problème, mais à une puissance encore pire, parce qu'ils sont encore plus près du puits, c'était complètement cohérent d'essayer d'avoir ces compétences. Après, je ne referai pas l'histoire de qui a décidé de pourquoi, mais manifestement, on n'avait pas besoin de la flotte de CGG qui nous intéressait pas, en tout cas qui n'intéressait pas nos dirigeants. Ça n'a pas plu, et je ne sais pas à qui ça n'a pas plu, mais ça n'a pas plu. Mais l'idée était de récupérer l'ingénierie du réservoir, et c'est tout. Pas du tout la recherche
l'exploration. On se fichait totalement de l'exploration, et je pense que c'est ça qui n'a pas complètement plu dans la démarche, de dire le cœur de métier de CGG, c'est l'exploration, nous on veut juste l'expertise. Peut-être qu'industriellement, c'était pas très correct comme façon de présenter les choses. Je crois qu'il y a encore un effet schizophrénique, c'est qu'on ne peut pas, il faut qu'on s'accapare des connaissances sur le réservoir, mais il ne faut surtout pas aller sur les plates-bandes de nos clients. C'est-à-dire que si on commence à dire à un Total, nous on peut le faire, le réservoir, on va vers de gros problèmes. Donc il faut qu'on soit capable de mieux comprendre l'aspect réservoir, qu'on comprenne quel est l'impact du réservoir sur nos designs, mais on ne doit surtout pas se substituer à nos clients. Parce que ça reste nos clients. Donc ça c'est pareil, il y a cet effet sur le réservoir, on sait qu'on améliorera nos designs si on comprend mieux le réservoir. De la même manière, on sait qu'on améliorera notre design de riser ou autre si on comprend mieux comment sont opérées les infrastructures. Or, les pétroliers ne veulent pas nous donner les informations sur comment sont opérées, combien de ruptures de riser il y a, quelle est la fatigue des risers, quelle est la vraie fatigue des risers, parce que c'est eux qui sont maîtres. Et on n'a pas cette information-là, donc on ne va pas pouvoir améliorer le design de ces infrastructures. Quel est le vent maximum qui a été vécu par un riser qui a été endommagé à un moment donné, alors que c'est nous qui avons conçu le riser. Il a été cassé. On demande à l'opérateur, est-ce que vous pouvez nous donner les conditions d'utilisation de ce riser? Non, on ne vous donnera pas cette information. C'est une information clé. Et de faire une réunion avec Total, parce que c'est forcément le client qu'on rencontre le plus, dans lequel on arrive à sortir des informations de la vie du champ, c'est des victoires extraordinaires. Mais ça va changer. Ça va forcément changer, parce qu'aujourd'hui, on leur vend des produits pour 20 ans. En général, c'est 20 ou 30 ans un champ. On leur vend des produits pour 20 ans, qu'on va garantir en vrai pour 25 ans, parce qu'il faut qu'on se garde un peu de marge. Donc voilà, on recommence à mettre des marges. Si on leur vendait un produit pour 20 ans et qu'on leur disait, il y a un risque que pendant l'installation, par exemple, c'est les sujets qui m'intéressent, l'installation, pendant l'installation, on risque de un peu le maltraiter, et il tiendra peut-être que 18 ans. Et il tiendra à la condition que le FPSO se comporte de telle façon. Mais si vous avez finalement une meilleure météo que celle qui est prévue, ça pourra quand même tenir à 20 ans. Est-ce que vous faites le pari avec nous de partager l'information pour qu'on porte ce produit un peu plus loin que prévu, qu'on pousse sur les conditions de design et qu'on utilise vraiment toute la qualité du produit? C'est des choses qui commencent à intéresser les clients, et il y a des schémas technologiques qui vont devoir se mettre en place, de comment on partage l'information sans la partager. Ça va être un peu compliqué. Bonsoir. Je reviens un peu aux présentations et à la présentation de Technip FMC sur du coup quelque chose qui était assez pas dans le cœur de métier vraiment de votre société, et sur ce logiciel de virtualisation des opérations de levage ou de ROV. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de vendre à vos concurrents ou à d'autres secteurs d'activité comme les grands projets de BTP qui pourraient avoir des problématiques similaires? Vous avez tapé les deux. Ouais, il y avait 2-3 cibles à viser, vous avez eu des bonnes. À nos concurrents, c'est évident qu'on va essayer d'aller en vente. Ça va être relativement compliqué pour deux raisons. La première raison qui est très pragmatique, ils savent faire des levages et ils ont des bateaux qui sont colossaux, donc ils n'ont pas les mêmes problématiques de levage. Alors de fait, on est beaucoup moins cher si on a des plus petits bateaux, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Donc on va y aller, on attend d'être bien mûr sur notre marché interne avant d'y aller, pour pas, si on se plante, je préfère que ce soit en interne. Donc on va maturer encore, je pense, une douzaine de mois avant de vraiment aller toquer à la porte de nos voisins. Le BTP, ils sont très peu dynamiques en termes de... ça bouge pas. Ils sont très dynamiques comme entreprise, mais c'est des constructions qui bougent très peu. Donc l'intérêt de la simulation interactive est un peu moins fort, du moins l'aspect physique, qui est finalement la partie compliquée, est un peu moins fort. J'ai fait des présentations il n'y a pas très longtemps avec des gens de FH qui font le même genre de choses sur la réalité virtuelle pour de la formation des ouvriers dans le bâtiment. Et il était assez intéressé de voir qu'ils pouvaient coordonner des grues et venir agir sur des grues. Donc ils ont un intérêt, mais qui est un peu moins fort. L'intérêt, on va le voir beaucoup plus sur tout ce qui est les EMR, les énergies marines renouvelables, là où on va avoir des équipages qui n'ont pas notre expérience, alors, sauf quand ça va être Saipem qui va faire le levage des éoliennes. On va avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver. On va avoir par exemple EDF qui va envoyer des opérateurs de maintenance sur des éoliennes en mer, des gens qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Il y a plusieurs solutions, soit on les forme longtemps à terre avant de les envoyer en mer, ça coûte très cher, soit on fait de la formation par simulation,
Et c'est évidemment aujourd'hui ce qui va se passer, on ne va pas pouvoir se permettre de... Donc sur les EMR, moi j'ai assez bon espoir, et oui, on est ouvert à aller le vendre à l'extérieur. Voilà, il faudra trouver des astuces de bunkerisation du produit, parce qu'à partir du moment où par exemple, si SidePen nous demande de regarder quelque chose, ça ne sera qu'à la condition qu'ils puissent s'assurer qu'on sera étanche par rapport à nos voisins. C'est pour ça que notre produit, pour l'instant, c'est une équipe qui est un peu isolée, et qu'on veut le garder comme ça. On n'a pas tellement envie d'être immergé dans les projets Technip FMC pour cette raison, quoi. Mais on n'est pas encore très mûr pour l'instant. Oui, bonsoir. Dans le public, on entend souvent le pétrole c'est terminé. C'est d'autant plus terminé qu'il y a eu des licenciements drastiques dans vos sociétés pour essayer de survivre. Qu'est-ce que vous pensez de la formation et comment vous allez demander, puisque vous avez des technologies nouvelles qui sont dans vos têtes, mais il faut des ingénieurs avec ça. Est-ce que vos équipes sont suffisantes ou vous allez embaucher? Et est-ce que les embauches que vous allez faire ce sont des ingénieurs de niveau suffisant pour les technologies que vous avez? On a le droit à combien de jokers dans la soirée? Non mais les équipes sont, je pense, encore suffisantes chez nous, hein, là-dessus. Après ça va être très spécifique à chaque centre. Alors même en plus c'est spécifique, même dans chaque entreprise ça va être spécifique à chaque région, hein. C'est pas pareil en Norvège qu'à Paris. La Norvège typiquement a des cycles très rapides d'embauche et de débauche, ce qui leur pose des problèmes sans nom de compétences. Je pense qu'à Paris on n'a pas encore perdu complètement la compétence, on est à la limite. Et ce que je racontais sur la fin de Kaombo, là, ils sont en train de totalement démobiliser, ils n'ont pas encore trouvé de contrat suivant, ça va poser des problèmes forts. Il y a quelques années, je me souviens très bien que quand Technip allait très mal, les gens partaient de Technip et ils traversaient la rue, virtuellement ils traversaient le large de la Défense, l'esplanade de la Défense, ils allaient chez Subsea 7. Et quand ils avaient fini avec Subsea 7 qui allait très mal, ils descendaient à Saint-Quentin-en-Yvelines, et quand ils avaient fini à Saint-Quentin-en-Yvelines, ils remontaient à Paris. Là, ce qui est complètement inédit à mon sens, c'est que les gens qui partent, ils partent du pétrole, grand bien leur face, j'espère pour eux qu'ils trouvent d'autres carrières dans l'automobile, dans des industries qui vont très bien par rapport à nous, et on va les perdre pour de vrai. On n'a pas atteint la cote critique, mais s'il n'y en a pas un des trois qui commence à réembaucher, le vivier va se perdre. C'est la formation. On a un autre souci. Et la formation, moi c'est ce que je disais, alors on n'a pas les mêmes modèles d'opération entre Saipem et Technip FMC, on est en train de rejoindre le modèle de Saipem, c'est-à-dire que les ingénieurs de design ne sont pas les mêmes ingénieurs que ceux offshore. Mais un ingénieur offshore, il aura beau avoir fait les meilleures études du monde, s'il n'a pas une expérience en mer, ça ne sert à rien. Et donc on a un temps de formation incompressible qui est le temps offshore, et je dirais que quelqu'un qui n'a pas fait 3 missions en mer, il n'a pas aujourd'hui une légitimité, il ne peut pas devenir alors sortir du statut de junior, je dirais pas devenir un senior, mais sortir du statut de junior, s'il n'a pas fait ces 3 rotations en mer, il n'aura pas cette crédibilité. Et si on se retrouve avec des bleus qui partent comme ça... Alors, par contre, sur la technologie, les difficultés d'installation ne sont pas tellement liées à notre technologie. C'est-à-dire que quand on a un piping pipe, typiquement, on a mentionné qu'il y a une technologie un peu compliquée, piping pipe chauffant, typiquement, où dedans on va avoir des câbles... la technologie, elle va être à la fabrication, elle va être sur le décodage de la donnée, de savoir à quel moment il faut chauffer, à quelle intensité il faut chauffer, mais finalement l'installation, ça reste un gros tuyau qu'on enroule. Donc nos technologies n'induisent pas de complexité d'installation très forte. Oui, mais pour développer l'ultra deep ou ces choses-là, on va garder des technologies qui feront la R&D quand même. Ouais. Ça, on l'a pas perdu encore. Pour moi, d'un point de vue fabrication, on sait faire dans des pays émergents. Comme tu disais, on sait fabriquer des objets dans des pays émergents, on transfère la connaissance, ça se passe difficilement pour les premiers projets, mais on y arrive. Pour les opérations en mer, là, effectivement, c'est le terrain qui fait la formation, et il n'y a pas meilleure formation que d'avoir travaillé sur la barge, d'avoir travaillé avec des équipes formées. Là où je trouve qu'il va y avoir un gros manque, c'est l'ingénierie et la conception. Être capable d'inventer et d'innover et de créer des nouvelles façons de produire, c'est là qu'il va y avoir un problème. D'autant plus qu'on manque de jeunesse. Parce que d'autres énergies intéressent, et c'est normal. Les gens ne veulent plus faire leur carrière dans le pétrole, ils veulent aller vers le renouvelable et autres.
Et c'est là qu'on va manquer. Moi, dans mon métier, c'est là où je vois le défaut. C'est que je vais me retrouver comme étant un expert à 40 ans, parce que derrière moi, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de personnes qui vont vouloir reconcevoir des infrastructures, reconcevoir des nouveaux systèmes. Là, on va avoir un vrai souci. On va avoir un vrai souci d'imagination, d'innovation, de reconception de ces infrastructures. Et le risque, c'est que l'ingénierie, les compétences en ingénierie qu'on va perdre en France et qu'on est en train de perdre, effectivement, le risque, c'est que cette ingénierie se transférera dans les pays émergents. Alors l'Inde et la Chine qui sont capables de monter en niveau très, très rapidement, et il est probable que dans quelques années, lorsque le pétrole va redémarrer, les grosses ingénieries resteront peut-être pilotées par Technip et Saipem, parce qu'il y aura besoin d'un certain niveau de management de grands projets et de prise de risque. Mais les bureaux d'études d'ingénierie seront plutôt indiens et chinois et moins français. Ce qu'on voit déjà aux États-Unis. Ce qu'on voit déjà aux États-Unis. Nous, c'est déjà le cas. On a aujourd'hui 4 centres d'ingénierie à haute valeur ajoutée, avec des consignes strictes de s'appuyer sur leurs compétences pour faire le travail. De façon assez amusante, c'est le Brésil qui a lancé la manœuvre. Le Brésil avait besoin d'un centre à haute valeur ajoutée, et ils l'ont trouvé au Portugal. Donc le Portugal est le pays low cost du Brésil. Aujourd'hui, ils ont forcément une éducation qui est relativement proche de la nôtre, ils vont avoir des compétences relativement proches de la nôtre, et c'est probablement, vu par les ingénieurs français, le concurrent le plus sérieux en interne, ça va être le Portugal. On a la Pologne qui est très très efficace. L'Inde, on a 2 gros centres d'ingénierie en Inde. La question de l'internationalisation de l'ingénierie, il est fait. Maintenant, où on garde de la compétence sur les centres historiques, c'est justement c'est de l'expérience plus que de l'expertise. C'est plus la formation académique qui va faire la différence. Ça va être l'expérience. Et finalement, envoyer un Indien en mer pour le former, sous réserve d'arriver à le garder dans la maison, ce qui est pas très très facile. Un Indien se forme aussi bien qu'un Français, aussi bonnes soient nos études, pour peu que le gars il soit motivé. Et la menace, elle est sans doute là. Hein. À long terme, c'est très grave ce que vous dites. Parce que c'est vraiment très grave, c'est que la France, on a vu la France se désindustrialiser, eh bien, là, on va voir la France se offshoreisée. Même pire que ça, on va perdre notre... Enfin, c'est la conception française qui est en danger. Bien sûr. Parce que on n'est pas des grands industriels, on n'a jamais été des grands industriels, mais on est des concepteurs. Et si on n'arrive pas à trouver des secteurs industriels sur lesquels on met des ingénieurs au travail et on fait de la conception à la française, on va perdre un vivier énorme. Et on va perdre notre capacité d'inventer, d'innover. L'offshore a été, Total s'est servi de ce savoir-faire et on n'a pas d'idée, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Typiquement, le deep offshore, c'est comme ça que ça a commencé. Bien sûr. Et c'est les sociétés françaises qui ont fait Girasol et qui ont fait les premiers projets offshore. Et le mécano soudé à la centaine de tonnes, il n'y a pas beaucoup d'industries qui en font en France. Et quand on va dans différentes conférences, par exemple sur la robotisation, qui est un sujet qui m'intéresse pas mal, on voit des agriculteurs, on voit des médecins, on voit des petits objets, de la robotique sur petits objets, et dès qu'on pose la question des gros objets, les gens tirent un peu la langue, non mais c'est pas des choses qu'on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de techno là-dessus, donc il y a encore des choses à faire, mais on est un peu des mammouths, mais ça serait bien de nous préserver encore quelques années. Total, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a aucun FPSO, d'ailleurs, aucun FPSO de Total a été construit en France. Ah non, oui, pourquoi faire? Oui, alors pourquoi le construire en France? On n'a pas les chantiers. Ouais, si, à la limite, on aurait pu construire Prélude parce que c'était suffisamment gros pour qu'on ait une ambition de le faire à Saint-Nazaire, mais... il y a juste Saint-Nazaire, mais... Oui, je crois que la bataille de la construction navale, elle a été perdue il y a quelques années quand même. Ah oui, oui. Et puis on n'y est pour rien. Hein. Oui, mais l'offshore, ça prend la même tournure. Par contre, oui. Globalement, en France, il n'y a plus de société d'ingénierie française. Je pense que la dernière a été perdue le 17 janvier 2017. C'est une fusion entre égaux et on a un centre, notre headquarter est à Paris, mais
Voilà, on n'est plus complètement français et nos intérêts sont... on doit respecter aussi cet aspect-là, de dire que nos intérêts sont à Londres, de fait, mais sont vraiment internationaux. Mais c'est pas non plus... je pense que la réflexion franchouillarde qu'on peut avoir aujourd'hui, malheureusement, on l'a eu pendant très longtemps de façon négative par rapport aux pays émergents où on a essayé de les empêcher de se développer. Il y a des pays où ça s'est relativement bien passé, l'Angola, il y a des pays où ça s'est beaucoup moins bien passé, je pense au Nigeria, même vous avez fait des gros efforts au Nigeria, et qui n'ont pas été à la hauteur de ce que le pays aurait pu ambitionner. L'Angola peut-être, il y a le Brésil qui est l'exemple emblématique d'une réussite de transfert de connaissances, et pourquoi des ingénieurs français feraient le boulot pour le Brésil, et pourquoi pas des ingénieurs brésiliens. Donc est-ce que c'est pas légitime qu'ils fassent la conception de leurs produits là-bas? Et aujourd'hui, ils ont des clauses d'importation de l'engineering qui sont complètement dantesques. On ne peut pas bosser pour le Brésil, je ne sais plus combien c'est plusieurs dizaines de pourcents de pénalité sur le coût de l'engineering. Par contre, on n'arrivera pas à faire ce que Airbus a été capable de faire. C'est ça qui est dommage. On n'a pas réussi en Europe à créer un Airbus de l'ingénierie de l'énergie. Ça n'existe pas. Pour le moment, on n'a pas une structure européenne, qu'elle soit sur le pétrole, le gaz ou les énergies renouvelables, on n'a pas une structure qui est capable de dire en Europe, on est capable de créer un système décarboné qu'on vendra au monde entier. On n'a pas été capable de créer une structure suffisamment forte pour pouvoir envahir le monde avec une compétence technologique. Alors qu'on avait, dans le deep offshore ou d'autres domaines, des compétences qui peuvent permettre de faire des EMR les meilleurs au monde, clairement. Mais tout est morcelé. Le domaine de l'énergie marine renouvelable est morcelé. Il n'a pas la taille critique pour pouvoir attaquer des marchés. En plus, avec les problématiques politiques qui font que ces projets tardent, ça ne fait que repousser le problème. Ce qui manque, c'est le volume pour la taille critique. C'est le volume de projet. Le volume et les projets qui sont suffisamment ambitieux pour permettre la croissance, enfin, l'explosion comme on a vu dans le deep offshore. Parce que les envies et les compétences sont là, mais le marché n'est pas là. Peut-être j'ai une question effectivement sur l'internationalisation de l'engineering, mais une autre peut-être sur la maintenance. Est-ce que la maintenance de vos installations, une fois que vous les avez installées, c'est le client qui l'a fait, ou vous avez également une activité de maintenance qui vous contractualise? Et est-ce que les installations que vous avez mises effectivement au fond, est-ce qu'elles ont également une fin de vie à gérer, ou est-ce que c'est effectivement, une fois qu'elles sont au fond, ça déjà suffisamment compliqué de les y mettre, vous les récupérez pas? Sur la maintenance, c'est pas le même contrat, mais ça peut être les mêmes intervenants. Alors nous on fait très peu de ce qu'on appelle l'IMR, donc inspection, maintenance et repair. On en fait assez peu, Subsea 7 en fait beaucoup, je ne sais pas si vous en faites beaucoup. On a voulu se lancer avec la partie robotique, mais on n'a pas... Mais ça peut être le même contrat, mais ça peut être la même entreprise, mais c'est de toute façon un contrat qui est très séparé, qui demande pas du tout la même réflexion, c'est pas les mêmes assets, c'est un bateau qui va être mobilisé pendant beaucoup plus longtemps, un bateau beaucoup plus simple, donc, et des rendements qui ont toujours été très faibles. C'est pas les marges sur l'installation étaient beaucoup plus intéressantes, donc on s'y est pas beaucoup intéressé. Là, maintenant, avec la baisse du marché, on est extrêmement content de pouvoir aller sur les INR et d'essayer d'y gagner. Il y a un corollaire avec la maintenance qui est toute la digitalisation au sens business du terme, d'essayer à travers la maintenance de chercher de la data sur les équipements et de pouvoir, pour le client, traiter cette data avec notre science du produit, du tuyau, alors, on ne connaît pas le fluide, mais on connaît bien tout ce qui transporte le fluide, et donc de pouvoir vendre de l'ingénierie au fil de la vie du produit à l'opérateur, qui lui cherche juste à optimiser son flux, mais si on pouvait lui dire le tuyau se comporte de telle façon, il est en train de s'encrasser, bizarrement ça s'encrasse, si tu veux. Est-ce qu'on peut aller lui vendre du produit là-dessus? Donc pour ça, il faut qu'on soit sur le marché de la maintenance, donc on retourne sur le marché de la maintenance pour faire des digitalisations. Sur le décommissioning, c'est un sujet qui est très compliqué. Il est prévu qu'on décommissionne tous que les opérateurs, que nous ne sommes pas, décommissionnent leur champ. Donc tout ce qu'on produit est théoriquement décommissionnable. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, normalement un tuyau, on peut le remonter. Se posent des
petit problème assez amusant, c'est que quand on a fait circuler du sable et des sédiments pendant 20 ans dans un tuyau, on a accumulé une radioactivité qui est assez amusante, et qui fait que si on ressort les produits, il va falloir les décontaminer dans le pays, parce qu'on n'a pas le droit d'exporter des produits. Bon. Tout ça pour illustrer que le décommissioning, ça ne va pas être une mince affaire. La question qui pourrait être un peu une façon de cacher la misère, c'est-à-dire est-ce que décommissionner, ça ne va pas faire plus de dégâts que de laisser les infrastructures en tant que telles? Est-ce qu'on pourrait nettoyer les infrastructures qui sont principalement de l'acier et les laisser rouiller où elles ne dérangeraient pas? Est-ce que les peintures sont gênantes? Est-ce que les effluents qui vont rester seront gênants? Quand on est en ultra deep, la question elle existe réellement. Est-ce qu'on ne va pas générer plus de gêne en décommissionnant qu'en laissant, sous réserve d'avoir envisagé le nettoyage? Il y a des champs dans la structure fait qui ne sont pas nettoyables. Voilà. Qui décide de ça? Qui décide justement que le champ va être nettoyé ou pas? Enfin, ça va être l'opérateur. Alors, typiquement, nous, on va se cacher un peu lâchement derrière l'opérateur en disant voilà, nous on a été payé pour installer. On a été payé pour que ce soit décommissionnable, c'est-à-dire que structurellement on peut tout remonter à la surface. Maintenant c'est les autorités. C'est les autorités aussi. Le pays doit dire. Voilà. J'ai très peur que. Voilà. Je pense que la Norvège sera décommissionnée de façon relativement satisfaisante. Les Shetland vont être décommissionnés de façon très satisfaisante sans doute. J'ai peur qu'il y ait d'autres zones du globe qui souffrent un peu de ce besoin de décommissioning. Alors la Norvège et l'Écosse, c'est du shallow water, donc les problèmes de décommissioning sont beaucoup plus importants. Il y a du chalutage, des choses comme ça dans ces zones-là, donc il faut décommissionner, il n'y a pas de vraie alternative. L'ultra deep water, c'est des zones qui sont des pays moins riches, des juridictions qui sont beaucoup plus légères aujourd'hui, et donc probablement une intensité de besoin de décommissionner qui va être beaucoup plus légère. En tout cas, vous ne suivez pas la vie de vos produits sur 20 ans, justement. Si, on la suit, mais sans en avoir la propriété. C'est-à-dire que régulièrement, le client va venir nous voir. Quand il y a un problème, le client vient nous voir. Alors, nous en particulier, parce qu'on est fabricants du flexible. Alors, j'imagine que ça va être la même chose sur le rigide, mais il doit y avoir peut-être moins d'aventures. Sur un flexible, il peut y avoir pas mal d'aventures, surtout que ça fait quand même quelques années qu'il y en a en mer. Dès qu'il y a un problème, ils viennent nous voir, ils nous demandent une expertise sur le produit. Quand le produit a été endommagé de façon grave, ils vont nous le renvoyer pour qu'on le dissèque et qu'on essaie de comprendre les modes de défaillance. On travaille énormément. Une des images que je vous ai montrées, c'était un outil d'inspection de riser. Le problème des risers en flexible, c'est qu'il va y avoir de la condensation à l'intérieur du riser qui éventuellement amener de la corrosion sur des zones d'interface entre l'air et l'eau. C'est des zones qui sont très peu inspectables aujourd'hui. Donc on essaie d'amener de l'inspection sur place, mais typiquement aujourd'hui ils nous demandent beaucoup d'expertise sur ces choses-là, et ils ne le demandent pas qu'à nous. Alors, typiquement il y a des PME qui essayent d'arriver sur ces marchés-là, qui n'ont probablement pas notre expertise, mais qui ont peut-être plus d'imagination que nous, d'aller sur cette inspection et de nous demander, par contre on n'a pas d'obligation contractuelle. Passer la garantie qui est de 1 an ou quelque chose comme ça, on n'a pas d'obligation contractuelle sur notre produit après. On en a toujours l'expertise, on a le dossier qui existe quelque part et qu'on peut ressortir assez rapidement. Mais on ne décommissionnera pas, on n'a pas une obligation de le décommissionner à la fin. J'ai une question très générale sur l'engineering. Les majors n'ont plus d'engineering dans leur filiale maintenant, Total n'en a plus. Il n'y a plus que Eni qui en a, et quel est l'intérêt de Eni de garder un EPC? Et compte tenu du trou d'air de l'action Saipem en ce moment, est-ce que Technip n'a pas intérêt à faire une OPA amicale sur Saipem? Amicale je vois pas les synergies. Surtout vu de la France, on a quand même une position à Paris qui est peut-être pour les gens qui ne sont pas du métier, qui est un peu bizarre. C'est que jusqu'à il y a quelques années, les 3 plus gros centres d'ingénierie parapétrolière dans le monde étaient tous les 3 à Paris, étaient 3 sociétés concurrentes. Il n'y en a qu'une des 3 qui était française, mais les 3 grosses ingénieries dans le monde étaient à Paris. Faire une fusion aujourd'hui entre Saipem et Technip, ça serait un carnage. En termes social, en France, c'est un carnage. C'est je ne sais pas combien de milliers d'emplois immédiatement, parce qu'ils font des FPSO, on fait des FPSO, vous faites du FLNG, on fait du FLNG, on fait du deep water, ils font du deep water.
Et on n'a pas les mêmes méthodes, mais à peu de choses près, on se connaît, et les gens ont tourné entre les boîtes, donc c'est un carnage complet. Pourquoi Eni le maintient? C'est parce que Eni n'a aucun rapport avec Saipem. Au quotidien, vous n'en avez pas beaucoup. Les choses ont changé depuis 2 ans. Eni s'est désengagé et se désengage petit à petit de Saipem. Ils ont vendu une grande partie de leur part. Il y a une partie de l'actionnariat Saipem qui a été récupérée par la banque italienne. Parce qu'Eni voulait justement la dette de Saipem est trop lourde pour Eni. Donc il veut se désengager complètement de Saipem à terme. Alors, c'était vrai il y a 2 ans, il voulait complètement se désengager. Mais je ne suis pas italien, donc je ne connais pas toutes les relations entre Saipem, Milan et Eni. Il semblerait quand même que Eni veuille se désengager de Saipem, la partie onshore, la partie downstream. Mais la partie subsea intéresse énormément Eni, parce que c'est là où il y a des gros développements pour Eni, et avoir dans son giron quelqu'un qui peut faire du deep offshore rapidement, comme il avait pu être fait sur Zohr, avec une relation amicale, sachant que les Italiens fonctionnent beaucoup avec le copinage, je pense que la partie offshore intéresse encore Eni, pour avoir cette capacité rapidement, puisqu'ils étaient en retard sur le deep offshore, de rapidement rattraper leur retard et de développer toutes les réserves qu'ils trouvent actuellement. Parce que c'est un très grand découvreur, Eni, en fait. Donc, c'est ma propre analyse, c'est qu'ils souhaitent se désengager de Saipem. Alors, chez Saipem, dorénavant, il y a 5 divisions. Une division sur l'onshore, une division sur le subsea, qui est équivalente à la partie FMC technique, on va dire, une division drilling, et une division sur les services d'ingénierie, qui est plutôt une entreprise, une spin-off, une newco, qui cherche à se développer sur des marchés sur lesquels Saipem n'était pas. Le renouvelable, le green tech, des choses comme ça. Ou vendre une vitrine que Saipem n'était pas. Dans ces 4 sociétés, dorénavant, Saipem Offshore est à Paris, Saipem Subsea est à Paris, la Saipem Onshore reste à Milan, la partie X-Site, nouvelle division, reste à Milan, et la partie drilling reste à Milan. Et je pense qu'Eni souhaite rester dans la partie Subsea, et souhaite se désengager des autres branches. Et je ne sais pas pendant combien de temps ces 4 branches vont rester dans la même sorte d'entreprise. Il se pourrait très bien que la partie Subsea, par exemple, change de nom. Et ils deviennent un autre Aker Saipem, Saiker ou autre chose. Comme à une époque, elle s'appelait Saibos. Fusion de Saipem et Plug Offshore. Donc on ne sait pas actuellement dans quelle mesure les sociétés ne vont pas avoir une vie propre, et Eni gardant peut-être le contrôle sur la partie Subsea qui l'intéresse pour pouvoir faire son propre développement dans des zones difficiles. Donc pour le moment, je n'ai pas encore la réponse sur l'histoire à venir, mais on sent effectivement Eni veut se désengager, mais peut-être pas de tout Saipem. Bonsoir, merci encore pour votre intervention, c'est très enrichissant. Si, je crois, c'est bon. Moi j'ai une question sur la réutilisation des plateformes flottantes dans le deep offshore. Est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui de recréer un nouveau projet ou de bouger les FPSO ou FLNG sur des nouveaux champs, sans parler des satellites que l'on cherche à raccorder? C'est un nom, ces bêtes-là s'appellent des EPS, des Early Production System. Ce sont des FPSO qui vont arriver, qui sont prévus pour pouvoir cheminer sur plusieurs champs. Ils sont prévus pour ça dès le départ. Donc ils sont un peu génériques et ils vont intervenir en général, c'est un domaine que je ne connais pas bien. Ils interviennent en début de champ, ce qui fait qu'ils sont dispo très tôt. Donc on va pouvoir démarrer la production très très tôt pendant que le gros FPSO est en préparation. Quand le gros FPSO arrive sur le site, on fait un handover. C'est des objets qui sont prévus pour. Le gros FPSO, en général, quand il a fini sa vie sur un champ, on en est à minima 20 ans. Probablement quand on verra les 20 ans des premiers gros FPSO, fait Girasol, on va y arriver. Voilà. Il va continuer quelques années. On est quand même sur des engins flottants qui n'ont jamais vu la Terre depuis une trentaine d'années. Moi, je ne serais pas très rassuré d'aller le remettre ailleurs. Ça reste quand même un gros tas de ferraille à la fin.
même un navire classique, entretenu, qui a pu aller à terre, faire des carénages, des choses comme ça, au bout de 30 ans, il ne fait pas de malin. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à récupérer. Alors, sûrement des équipements nobles, mais ce qu'il faut pas la masse d'acier. Ce que ça fait comme CO2, c'est ça. Après, les développements, je dirais, ça va dépendre de la réserve qui est exploitable. Par exemple, un développement au Brésil comme le Libra, oui, on va faire un nouveau gros FPSO sur cette zone-là, parce que la réserve est immense, enfin, c'est même une dizaine de FPSO qui peuvent faire, tellement c'est immense. Des zones où il y a des petites, par exemple Kaombo, c'était un projet compliqué pour Total parce que les deux réserves en plus sont éloignées et il y a un canyon au milieu. Donc ils ne pouvaient même pas positionner le FPSO dans une zone attractive parce qu'il y a le canyon entre les deux. Dans ces zones ultra deep water, le plancher océanique n'est pas du tout aussi plat qu'il peut l'être dans les zones deep. Donc la difficulté, c'est aussi de pouvoir positionner au bon endroit le FPSO pour qu'il puisse exploiter les champs qu'on souhaite exploiter dès le début, mais qui permettront d'exploiter les champs futurs. Donc toute la difficulté maintenant, c'est d'avoir des zones avec plein de patates à exploiter, mais sur lesquelles il faut positionner bien son FPSO, donc les risques sont amplifiés. C'est pour ça que quand on a un FPSO qui est déjà dans la zone, on ne va pas s'embêter, on va venir récupérer du pétrole à côté. Et pour moi, le schéma, je dirais le schéma directeur des grandes majors actuellement, c'est d'utiliser les assets qu'ils ont déjà en place et d'exploiter au maximum ce qu'ils peuvent exploiter sur le... et d'essayer d'améliorer la récupération des champs qui produisent déjà. Parce qu'il faut savoir que 30%, il n'y a que 30% du pétrole qui est produit. 70% reste au fond. Donc la récupération assistée et la récupération des réserves qu'il reste sont aussi intéressantes que la reconstruction d'un nouveau bateau. On récupère des coques par contre. Il y a des choses qu'on sait faire. Des coques de pétroliers qui n'ont pas trouvé leur marché sont facilement transformables en FPSO. Ça arrive beaucoup. Bien, bah, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là. On peut continuer, question en haut. Oui, alors il y a deux petites informations, puis on va vous applaudir bien sûr. C'est que il y a... Oui, on vous applaudit alors.